Mais en soi, il a mis juste une nouvelle clé sur le même lien, hein, non? Je sais pas. Est-ce que repartager un nouveau lien maintenant, c'est. Ouais, du coup, là, c'est bon. Mais Au boucle. Ah, on aurait dû faire un raccourci comme la première slide. Ça va être difficile. ok, on y arrive, on y arrive, on y arrive, on y arrive. C'est tout bon, c'est un nouveau lien. Un nouveau lien. Alors prends le mettre tout de suite. Ouais. Tu veux l'envoyer sur Telegram? On va faire ça. J'ai envie de transformer ça de manière. Hein? Est-ce que les deux sont pas En fait, on n'aurait pas dû Hein? couper le lien. Vas-y, toi, les deux. Différent, je t'envoie le lien partagé. Propre. Attends-moi s'il te plaît. à chaque fois, moi, je l'envoie par Je sais mail. pas, tu l'envoies à tous les temps, ça slide. 19h05. Euh, 20, 23. Ouais, Ouais, maintenant, c'est bon. on enchaîne là. Qu'est-ce que j'ai? Ce qui va être joué, je vais être un peu long, c'est qu'il y a les documentations et après il y a la question-réponse. Et sur les questions-réponses, on peut jouer sur le temps. Vous me faites un petit signe et puis après, c'est des questions qu'il faut garder pour après. Ça. Oui. Même ça peut demander. Parce que le lien Facebook, YouTube, il a encore changé. C'est une blague. Du coup, il faut que je renvoie à Guizou Bien sûr. et que je fasse Donc, encore de plus remettre un des peu de. guides, genre de la VP. Non, parce que tu peux dire que c'est le PSL qui s'est trompé, qui a raté. Bah, en fait, là, on peut pas le faire. Mais si t'as le- Guizou, elle assiste. Oui, elle est en ligne. C'est Mais bien. d'ailleurs, ça a changé de lien. Oui, c'est ce qu'il vient de me dire. Ça sera comme ça déjà Maintenant, c'est plus nous qui gérons les liens. Si tu as commencé. Oh, là je.
ça. Ah, ça marche? Ouais, bah, très bien. Ah, un aquarium. Attends. Et dès que c'est bon. Allô, est-ce que vous m'entendez? Alors, bonsoir à toutes et à tous, merci beaucoup d'être présents et bienvenue à ce dialogue durabilité centré sur le thème de la restauration. Alors, il est organisé par l'AGPOLI, notamment via son équipe AG Politique, en collaboration avec l'EPFL, sans l'aide de laquelle l'organisation d'un tel événement ne serait pas possible. Du coup, nous tenons à les remercier et à vous présenter un peu le contexte de cette série d'événements qui a lieu maintenant depuis une année. L'idée, c'est d'apporter un enjeu qui est extrêmement majeur aujourd'hui, qui est la durabilité, et de l'apporter ici sur notre campus. Le but, c'est de créer des discussions entre tous les membres de la communauté EPFL, qu'ils soient étudiantes ou étudiants, collaboratrices ou collaborateurs, chercheuses ou chercheurs, ainsi que la direction de l'école, afin que les discussions que nous avons ici puissent plus tard prendre forme et devenir des actions, afin de faire en sorte que l'EPFL, demain, soit un campus qui soit un exemple en termes de durabilité. Du coup, pour continuer sur juste un petit peu de promotion, j'aimerais déjà vous parler du prochain dialogue durabilité qui aura lieu le 18 novembre prochain
sur le thème de la mobilité. Alors ensuite, petit point un peu plus technique. Nous allons utiliser pour la partie questions de ce dialogue durabilité l'application SpeakUp, avec le numéro de salle que vous pouvez voir affiché ici sur les slides. Alors qu'est-ce que c'est que cette application? Court rappel, l'idée c'est que tout le monde peut y poser ses questions et ensuite soit mettre un +1 ou un -1 à chaque question, afin que ce soit les questions les plus pertinentes et celles qui font le plus envie à toutes les personnes présentes ici et virtuellement d'être posées. Et du coup, pour finir et en fait plutôt commencer, je vais céder la parole à Mehdi Atmani. Du coup, pour le présenter très brièvement, il est journaliste d'investigation et a travaillé sur des sujets variés tels que les nouvelles technologies, la protection des données personnelles ou notamment la durabilité. Il dirige actuellement sa propre agence de presse qui s'appelle Flypaper et il a été nommé journaliste suisse de l'année. Du coup, la parole est vôtre. Comme ça, il y a zéro pression. C'est très bien. Bonsoir. Je serai très plaisir d'être là. Une première, finalement, pour moi, dans un auditoire avec un micro. Je serai votre maître de cérémonie. Et j'avais envie de commencer cette introduction à cette soirée par un chiffre qui n'est pas là pour vous faire peur, mais finalement que 25 à 30% des émissions totales de gaz à effet de serre sont dues à notre alimentation. Pour le PFL, ça représente 20%. C'est moins, mais c'est comme beaucoup. Autre chiffre, avant-dernier, 26% de l'impact carbone de notre alimentation est dû à la consommation de viande. Pour le PFL, jusqu'en 2019, 90% des repas étaient carnés. Il y a du progrès à faire. Donc je ne vais pas poursuivre dans les statistiques ni vous plomber le moral. On a bien compris que les réponses à ces questions et aux enjeux climatiques, ils étaient dus à notre assiette. Le seul problème, c'est que l'assiette, c'est un symbole de nos modes de vie. Et y toucher, c'est toucher à beaucoup d'autres choses. Donc on est face à un profond changement de paradigme qui pourra se faire qu'au prix d'un effort collectif. Imaginez, je touche à vos aliments, il y a des fournisseurs, il y a des questions sociétales, il y a des questions économiques. Donc dès qu'on touche à l'alimentation, on va remettre en question tout un modèle d'affaires et tout un cercle vertueux qui existait jusque-là. Alors comment manger mieux et de manière durable et comment dépasser les effets d'annonce et les vœux pieux en la matière? Il y en a beaucoup depuis quelques années. On a très bien vu tous les accords et finalement pas beaucoup d'actes concrets. Finalement, le PFL, elle amorce ce changement-là sous l'impulsion de son unité restauration depuis janvier 2020. Bruno Rossignol fait la révolution de l'assiette à l'EPFL. Et cette stratégie pour la prochaine décennie, elle est super ambitieuse. Si vous ne la connaissez pas encore, allez voir. Qu'est-ce qu'il veut faire? Revoir toute l'offre culinaire, cultiver les parcelles de l'EPFL, réduire, voire anéantir le gaspillage de nourriture, mesurer l'impact CO2 de notre alimentation, bannir les ustensiles à usage unique, reconstruire un réseau de fournisseurs et d'agriculteurs en circuit court avec les restaurateurs et renouer avec la saisonnalité des produits. Ça, je pense que, Bruno, tu me dis si je me trompe, mais je pense que c'est un peu 5% de ta stratégie pour les 10 prochaines années. Mais comment parvenir à ce résultat-là? Quels sont les écueils? Parce qu'évidemment, il y a aussi des embûches. Est-ce que cette stratégie initiée par le PFL, est-ce qu'elle préfigure finalement nos futurs modes de consommation et d'alimentation? Pour en parler dans cette première partie, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Rossignol, qui est donc responsable de l'unité restauration et commerce de l'EPFL, RESCO, et surtout la cheville ouvrière de cette stratégie, et aussi Camille Hamdan, responsable de l'association Castor-Frigan au sein d'Unipolis, l'autre association d'étudiants du campus. Et ce projet participatif, il a entre autres l'objectif de cuisiner les invendus du campus. Bienvenue à vous. Tu peux t'asseoir. On va s'asseoir ou bien? Ou c'est Bruno qui parle? La présentation.
Bonsoir, bienvenue à tous. Voilà, je m'appelle Monsieur Rossignol Bruno. Je suis donc arrivé à l'EPFL donc avec la mission de réformer donc cette restauration ici au sein des campus, puisqu'on en a quand même plusieurs. On n'a pas que celui d'Écu Blanc, on a aussi celui de Sion, Neuchâtel, Genève et puis Fribourg, où il y a aussi des projets de restauration qui arrivent à l'horizon 2022-2023. Et puis la mission première, ça a été bien sûr de revoir complètement toute l'alimentation de ce qui est dans vos assiettes aujourd'hui. Donc l'idée, c'était, à mon arrivée, c'était d'avoir fait donc, un état des lieux complet de ce qui était servi tous les jours dans vos restaurants, de rencontrer aussi tous les groupes d'étudiants AG Poly, Unipoly, et puis de voir un petit peu aussi quelles étaient vos attentes et vos demandes par rapport à ce qu'on servait aujourd'hui dans les assiettes de l'EPFL. Et puis la mission après, bien sûr, c'est de réformer toute cette partie de restauration, due aussi à ce que nous demande la Confédération, c'est-à-dire que la Confédération a signé, il y a de ça bientôt maintenant 4 ans, sauf erreur de ma part, les accords de Paris, qui lui imposent dans ses institutions de réduire drastiquement tout son impact carbone. Et son impact carbone, automatiquement, fait partie aussi de ce qu'on y mange dans ses assiettes. Donc on a créé cette stratégie de la restauration. Si vous pouvez juste revenir sur la slide. Ah, excusez. Donc on a créé cette stratégie de la restauration, alors pas moi tout seul, hein, bien sûr, avec aussi donc durabilité EPFL et puis aussi 30 ans de carrière de cuisine, de restauration qui sont derrière moi aujourd'hui. Et puis grâce à ces 30 années et puis toute l'équipe qui est autour de moi, je pense à Christian Schwab, je pense aux restaurateurs, je pense à durabilité EPFL et puis encore de nombreux autres sûrement que j'oublie qui j'espère ne seront pas fâchés. On a créé votre restauration du futur, on va dire. Et puis cette restauration du futur se décline en plusieurs phases. Donc la première phase, c'est celle-ci, c'est celle que je vous présente, bien sûr en mode raccourci, puisque elle est normalement plus étoffée que celle-là, et je ne pourrais pas malheureusement rentrer dans tous les détails, mais je répondrai volontiers à toutes vos questions après cette petite présentation. Donc voilà, pour nous, l'idée de la restauration du futur de l'EPFL, c'est d'avoir un campus qui soit beaucoup plus représentatif, avec une offre de restauration qui soit saine et respectueuse de l'environnement. Aujourd'hui, je me souviens d'un des professeurs, quand j'étais arrivé, qui m'avait un peu accosté en me disant vous polluez le cerveau de nos étudiants avec votre restauration. Donc j'étais là depuis 2 semaines. Et je me disais, oui, c'est vrai qu'à regarder ce qui tombe dans vos assiettes, je faisais le bilan aussi que moi, ce n'était pas tout à fait sain. Donc je me dis, là, il y avait un gros travail à faire. Et puis, respectueux de l'environnement, parce qu'aujourd'hui, si je vous posais la question, est-ce que vous êtes prêt à consommer de la même façon que les 40 dernières années ? Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui seraient intéressés à consommer de la même façon que nous, on a consommé. Alors malheureusement, on n'avait pas autant d'informations que vous. Aujourd'hui, on en a beaucoup. Et puis, on sait qu'on ne peut plus continuer à consommer de cette façon. Donc, on doit reprendre aussi tout ce qu'on met dans nos assiettes, tout ce qu'on importe, tout ce qu'on pense au niveau saison, pour qu'on puisse être en adéquation avec ce qu'on doit vraiment manger et puis se nourrir correctement. Donc voilà, ça, c'était pour le premier point. Hop. Notre mission à nous, c'est de dessiner et créer des pistes permettant d'augmenter les produits de saison et locaux automatiquement. Ça, c'est important pour nous avec des vrais partenaires. Réduire la consommation de viande. Alors, on ne veut pas faire un campus végétarien ni vegan non plus. On veut donner la parité et c'est ce qu'on a fait au mois de septembre de cette année. C'est-à-dire que vous allez retrouver maintenant autant de végétariens, vegan dans vos assiettes, dans vos lignes de menu que de protéines animales. On donne le 50-50. Et puis, au final, on veut mieux manger cette viande. On veut arrêter d'aller chercher de la viande du bout du monde qui ne respecte pas les conditions d'élevage et de transport en Suisse et d'autres points encore. Puis, on dit on va la consommer différemment. On voit que l'OFEV va sortir d'ici quelques jours son dernier rapport sur l'alimentation, sur le besoin en protéines animales. Et on serait à genre 200 grammes par semaine maximum de ce qu'on aurait vraiment besoin de prendre pour être en équilibre avec nos besoins nutritionnels. Accroître l'expérience culinaire, plus simplement faire une pause repas dans un restaurant, mais aussi d'y comprendre ce que vous mangez, et puis la saison qu'il y a derrière, le concept aussi, ça c'est important pour moi. Réduire l'impact CO2 avec des produits saison et locaux, avec un positionnement de restauration végétarienne et végane. À partir du 1er janvier de l'année prochaine, plutôt du 11 ou du 18 selon les calendriers, vous aurez à votre disposition, à la place du Vinci, un restaurant qui sera végane et végétarien à 100%. Ça fait partie des nouveaux concepts qui arrivent sur votre campus dès l'année prochaine. Et puis faire des expériences par des nouvelles formules donc pour dynamiser l'offre, faciliter les services, puis l'adhésion aussi, votre adhésion au final. On est en train de travailler sur un local-nomade, donc sur une machine qui sera 100% locale, une Selecta si on veut bien, mais 100% local suisse. Travailler aussi au niveau nutritionnel avec NutriMenu, et puis des produits qui sont 100% locaux, qui suivront les saisons et qui changeront au fur et à mesure donc, dans cette machine.
Le projet pilote démarre à partir du 1er janvier de l'année prochaine au Rolex Center. Puis dans ces 3 machines que vous aurez à votre disposition, donc il n'y aura plus cette marque Selecta, il y aura ce qu'on appelle le Localomat, le projet sur lequel je travaille avec l'État de Vaud actuellement. Et puis dans ce Localomat, vous trouverez des produits frais, sains, locaux et durables. Donc ça fait partie des prochaines explorations et de services qu'on vous mettra à votre disposition. Créer un groupe de partenaires qui pourra jouer des rôles clés sur les axes prioritaires. Ça, c'est important qu'on s'attache, nous, avec les meilleurs partenaires possibles, des meilleurs restaurateurs. Aujourd'hui, on en a nombreux sur le campus. Et puis, de par la demande de la Confédération, on doit lancer des appels d'offres, ce qui nous permettra aussi de nous rapprocher de certains partenaires qui sont plus en phase avec ce que vous nous demandez ici à l'EPFL dans vos assiettes et ce qui nous colle plus aussi, nous, dans notre état d'esprit. Élaborer des plans d'action, ça a déjà été fait avec eux, pour certains qui sont déjà là. Donc, on a déjà élaboré certains plans d'action et certaines mesures qu'on a déjà mis en place. Et puis, avec des entreprises spécialisées, avec des fournisseurs locaux, des startups de l'EPFL. Donc, on a déjà engagé plusieurs petites startups comme ça de l'EPFL, type Quantis, puis d'autres encore. Et on a aussi engagé Marie Robert, donc, qui a rejoint notre groupe. Alors, Marie, c'est une chef de cuisine. Elle a une petite étoile au Michelin. Pourquoi on l'a pris? Parce que les étoilés au Michelin, on va dire, c'est des laboratoires, des grandes cuisines que vous trouvez dans vos restaurants aujourd'hui. Et puis tout ce qui sort de cette petite cuisine, de ces petits laboratoires, vous les retrouvez plus tard dans vos grandes cuisines, on va dire. Donc les petites réflexions, les petits ajustements, les goûts, les textures, les couleurs, tout ça pour que ça se retrouve un jour dans des grandes distributions qui ne sont pas mauvaises, automatiquement viennent de ces restaurants-là où j'ai travaillé, où j'ai eu la chance de pouvoir travailler. Et puis je pensais que c'était important dans ces commissions de restauration, dans ces développements de futures gastronomies, etc., d'avoir quelqu'un qui ait toujours un regard extérieur comme ça. Et puis, je voulais une chef de cuisine aussi qui soit suisse, romande, et une femme, je ne voulais pas d'un homme, à vrai dire. Satisfaction du client, à la fin, au final, ce qui m'importe le plus, c'est votre satisfaction. Ça, c'est important pour moi. Un retour sur l'investissement, parce que grâce à cet investissement et à ces redevances qu'on prend chez les restaurateurs, on va justement motiver d'autres projets. On réinjecte toutes ces finances dans votre restauration et dans les différents projets, type Localomat, le petit bus que vous avez commencé à voir circuler qui va livrer des futurs repas sur votre campus, et puis d'autres projets encore qui arrivent à l'horizon 2022-2023. Puis pourquoi pas être le lab de la restauration durable. Ça, je laisserai ça à mes collègues de la durabilité. J'avais fait une petite analyse du parc de la restauration quand j'étais arrivé sur les logiques d'achat, menus, origine des produits, durabilité, vente, tout ça. Et c'est vrai que par rapport à mes compétences et mes connaissances passées, un tiers de notre restauration ne rentrait pas dans compliance. Autant dire qu'il y avait quand même passablement de travail pour qu'on puisse arriver un jour à une restauration au moins à good practice. Bad practice, je ne sais pas si on en aura un jour besoin, mais en tous les cas, good practice, c'est le minimum à mettre dans vos assiettes pour que vous soyez alimentés correctement. Vous trouvez ici donc, nos nouveaux positionnements de la restauration collective, donc, qui sont locales, frais, sains et durables. Alors, comme j'ai expliqué dernièrement et encore depuis de nombreuses fois, c'est clair que sur le papier, c'est toujours joli, puis sur le vernis, ça fait toujours beau de dire on est local, on est frais, on est sain, on est durable. Mais aujourd'hui, ça prend acte par rapport à des mesures, par rapport à des chiffres, par rapport à du monitorage qu'on fait, puis par rapport à certains produits que vous trouvez aujourd'hui dans vos assiettes que vous ne trouviez pas dans le passé. Donc on est beaucoup plus local parce que vous verrez que plus loin, on impose de la localité dans vos assiettes aujourd'hui et on va tracer, on va monitorer cette partie. Le côté frais aussi, où on ne veut plus avoir certains produits qui ne sont pas de saison, on ne veut plus avoir certains produits qui sortent du congélateur ou des choses comme ça. On impose des pourcentages et du grammage dans vos assiettes. Et puis le côté sain, puisque il y avait un problème au niveau équilibre nutritionnel. On avait fait faire une analyse nutritionnelle de votre parc l'an passé avec une entreprise qui s'appelle Nutrimenu. Maria Miepes, qui a créé cet outil Nutrimenu, avait mangé 650 menus à ce moment-là pendant 3 mois et bu tout ce qui se mangeait sur le campus, sur les campus de l'école. Et puis, le résultat n'était pas pas très, très joli. Donc, l'idée était de dire, OK, maintenant, on va travailler avec Nutrimenu, on va mettre Nutrimenu à la disposition des chefs de cuisine de chaque groupe de restauration, de chaque restaurateur, pour qu'ils puissent équilibrer vos menus et puis associer les aliments correctement dans vos assiettes pour que vous arriviez au moins à satiété jusqu'à votre prochain repas. Pour nous, ça, c'était important pour la restauration végane et végétarienne. Très souvent, si vous allez manger vegan ou végétarien dans certains restaurants, vous n'arrivez pas à satiété et puis vous avez faim les 2 heures qui suivent. Et ça, c'est parce que très souvent, l'association des aliments n'est pas bien correctement faite dans vos menus ou dans la structure des menus. C'est une partie de ce qui nous intéressait dans cet outil, justement, pour que vous puissiez avoir une satiété et un équilibre alimentaire correct
avec ce système NutriMenu. Il y a d'autres atouts avec ce système NutriMenu, mais c'était le premier qui nous intéressait encore, je dirais, le plus par rapport aux différentes phases qu'il y a encore à exploiter. Et puis le côté durable, bien sûr, qui est important, hein, puisque grâce à Durabilité EPFL, on a pu construire pas mal de différents points où on va donc arrêter de travailler avec de la vaisselle jetable dans le futur. On arrête aussi certains produits qui viennent du bout du monde. Et puis d'autres exemples encore qui sont un petit peu plus loin dans ma présentation. L'importance de la durabilité, bien sûr, elle est marquée hein, dans notre empreinte aujourd'hui de restauration. Il faut vraiment qu'on puisse mettre vraiment l'accent sur cette partie pour que on diminue cet impact CO2 et puis qu'on continue à se nourrir correctement avec des concepts qui sont intéressants aussi pour vous. Des priorités de développement avec les différents organismes avec lesquels je travaille. Donc, vous voyez les différentes entreprises qu'on a mandatées justement pour pouvoir développer cette stratégie de la restauration. Comme je vous ai dit, hein, je ne vous passe pas les 20 autres slides qu'il y a. Je vous concentre un petit peu les informations ce soir. Mais voilà les entreprises avec lesquelles on travaille aujourd'hui et qui monitorent pour nous. Hein, Phare Consulting qui travaille sur notre plateforme d'achat future pour éviter tous ces camions qui vont venir dans le PFL faire des livraisons au jour le jour. Et puis, la finalité, ça serait le dernier kilomètre qui sera livré en camion électrique chez nos restaurateurs. Mariam avec NutriMenu, justement, qui, depuis le 28 septembre, vous pouvez voir dans vos restaurants. Sur lequel on travaille sur l'équilibre alimentaire. La plateforme Altela, où l'année prochaine, vous aurez donc, vous les étudiants, un petit travail à faire pour valider ou pour nous dire comment vous ressentez la restauration de l'EPFL. Donc, c'est une plateforme où il y a toutes les enquêtes de satisfaction et notre partie HACCP. La mercerie, mais que vous connaissez bientôt maintenant grâce à Mehdi, puisque il est aussi dans le comité de la mercerie. C'est une agence de communication que j'ai voulu engager pour vous expliquer qu'est-ce qu'on était en train de faire. Au final, je me suis dit, on pourra mettre la meilleure restauration, on pourra aller chercher les meilleures volailles, on pourra travailler avec tous les produits si ce qu'on veut. Si on ne vous explique pas qu'est-ce qu'on est en train de faire dans votre restauration, puis pourquoi vous voyez bouger certaines choses, vous voyez plus certains produits ou d'autres, vous allez nous poser à un moment donné des questions. Puis je me suis dit, il faut quand même qu'on vous explique pourquoi on fait ça, de quelle manière et puis dans quel calendrier aussi. Pour moi, c'était vraiment important que cette agence de communication, la mercerie, fasse tout ce travail. Ils l'ont vraiment bien fait. Ils ont réussi à fédérer tous ces groupes de travail avec les étudiants, la GEPOLI, l'Unipoli, puis d'autres encore, des doyens, des présidents, des vice-présidents. Puis aujourd'hui, ça crée pas mal les mois. Et puis c'est vrai que tous ces gens qui travaillent autour de cette stratégie de restauration nous aident beaucoup et on les remercie déjà aussi beaucoup pour ça. Vous voyez aussi Quantis, donc on a posé des compteurs maintenant de fluide dans tous les restaurants de l'école pour calculer notre empreinte CO2 au niveau de notre énergie, qu'est-ce qu'on dépense comme eau chaude, électricité, et puis d'autres éléments comme ça. On part de l'année 2020 où on fait un point d'ancrage. Je ne sais pas du tout moi d'où on partait au niveau de notre impact CO2. On a des chiffres qui nous disent à peu près entre 18 et 20% le PFL sur des analyses qui avaient été faites en 2018. Je pense qu'elles sont au-dessus de ça. Et puis pour savoir, justement, j'ai dit on fait un point en 2020 avec tout ce monitorage. Puis après, quand on aura des chiffres en février 2021, on pourra vraiment dire, voilà, ça c'est l'impact de l'EPFL au niveau de sa restauration. Et ça commence aussi par les fluides qui sont dans les restaurants. Bilan qui analyse chaque facture de chaque fournisseur, de chaque restaurateur. Donc tout ce qu'un restaurateur achète, que ce soit 7 sortes de carottes différentes, de la viande, du poisson, des légumes, des légumineuses, n'importe quoi, analyse l'impact CO2 que ça a. Et puis, en fonction aussi du volume qui est retransmis dans vos assiettes, donc au jour le jour, cette analyse se fait sur les 4 prochaines années. Et puis, nous renvoie de l'information sur qu'est-ce qu'on a aussi en termes d'impact CO2 sur notre alimentation. Puis la dernière partie, c'est Kitro. C'est une petite poubelle intelligente, à vrai dire. C'est une poubelle qui est sur une balance avec une caméra qui flash tout ce que vous mettez dedans. C'est-à-dire que quand il y a des surproductions dans nos cuisines ou dans nos restaurants, tout va généralement dans la poubelle. Et puis, très sincèrement, on ne s'occupe pas vraiment de ce qui tombe dans la poubelle. Mais moi, j'ai voulu boucler la boucle. Je me suis dit, on doit partir de l'aspect nutritionnel jusqu'à ce qui tombe dans l'assiette pour vraiment dire on est passé dans toutes les étapes. Puis après, avec toutes ces informations qui vont nous renvoyer en février de l'année prochaine pour la première analyse, de la première année d'analyse, on pourra tirer des mesures. Et ces mesures, en plus de celles que vous allez voir après, on va les mettre en place au fur et à mesure des mois et années suivantes. Et puis d'autres projets encore qui vont rentrer dedans. Donc c'était vraiment important pour qu'on puisse vraiment savoir de l'aspect nutritionnel jusqu'à la poubelle, qu'est-ce que vraiment était l'impact de la restauration à l'EPFL au niveau de ses produits. Puis ici, vous voyez différents projets. Donc, et puis supply chain, avec lesquels aujourd'hui on impose à nos restaurateurs de travailler, puisque ce travail, il devait passer aussi par une chaîne d'achat, donc qui est ici à 100% suisse maintenant, à 97% quasiment. Puis on espère pouvoir pousser à 100% d'ici les mois, années futures. Donc avec de l'IP suisse, du Suisse Garantie, du Bio Bourgeon, etc., etc.
et un projet que j'ai avec des étudiants. Donc, on est en train de créer un HIT EPFL. Je l'avais appelé Uber HIT EPFL. Je ne vais pas l'appeler comme ça parce que je pourrais avoir deux, trois petits soucis, je pense. Mais en tous les cas, voilà, avec un groupe d'étudiants, on va monter un service de livraison ici interne à l'école qui livrera donc typiquement des pizzas du Gina au quartier des innovations, le plat végétarien du Vinci, donc après au quartier nord, etc., etc. Et puis après là, vous avez différentes compétences, donc des différents logos qu'on a transformés aujourd'hui par rapport à ces nouveaux concepts qui arrivent. Et un pôle de formation qu'on a créé avec différentes entités, donc l'école hôtelière de Lausanne, d'où moi je viens aussi, Hilton Academy, Gastro Suisse. Hilton Academy, pour moi, c'était important qu'on puisse retravailler avec eux et puis former les chefs de cuisine de l'EPFL, donc de ces restaurateurs. Donc on marche un peu sur la tête en faisant ça. À vrai dire, on est en train de faire leur travail. Mais pour nourrir correctement les cerveaux de nos étudiants ici, en tout cas en termes de cuisine, de cuisine végane et végétarienne, j'étais obligé d'aller chercher quelque part le pape de la restauration végétarienne au monde. C'est-à-dire qu'on a une chance en Suisse, c'est que Hilton, ils sont nés en 1898 en restauration végétarienne à Zurich. Et comme ils ont une Hilton Academy, et puis que j'avais déjà utilisé dans mon passé avec les chefs de cuisine que j'allais faire former là-bas dans mon ancien groupe, j'ai dit on doit pouvoir les ramener ici, former les chefs de cuisine et les cuisiniers à cette cuisine végane et végétarienne pour avoir des inspirations étrangères, pour avoir des textures différentes, des goûts dans l'assiette, puis vraiment vous pousser dans le sens où ça devient intéressant. Ça ne doit pas être une cuisine qui doit être fatigante à manger, au contraire, ça doit être quelque chose de riche, ça doit être quelque chose qui doit vous faire envie. Et puis Hilton sait faire ça, et c'est pour ça qu'on a été les chercher pour former ces gens-là à une cuisine qui soit intéressante au niveau vegan et végétarienne, et que vous ayez du plaisir à la manger en tous les cas. Et puis voilà, après différents objectifs que nous aussi on a posés pour l'horizon 2022 en termes de réduction CO2 pour tout ce qui viendra par avion et bateau. 16 mesures principales pour une restauration plus écologique, bien sûr, hein, ça retrace un petit peu ce que je vous ai dit avant. On va travailler avec une saisonnalité, bien sûr, des calendriers. On impose aujourd'hui un calendrier de saison à tous nos restaurateurs. Ils n'ont plus le droit de travailler avec des produits hors saison. Vous ne verrez plus d'asperges en plein mois de janvier, vous ne verrez pas de fraises au mois de février. On a dessiné des calendriers clairs avec l'Union maraîchère suisse, puis d'autres encore maraîchers en Suisse romande. Et on a défini des calendriers avec lesquels ils doivent travailler. Donc, ça leur impose des produits, ça en enlève certains où dans le futur, vous verrez plus de tomates et de concombres en hiver parce qu'il n'y a pas de logique à manger ces produits-là. Et puis, après, ça leur impose aussi des saisons, puis un respect des calendriers des saisons, parce que ça fait aussi partie de notre impact CO2. L'alimentation sans viande, je crois qu'on en a parlé. Hein. Aujourd'hui, on redonne la parité. L'objectif pour nous, c'est 80% de plats végétariens dans le futur ici à l'EPFL. J'ai été visiter au mois de février, juste un peu avant le Covid, justement, une université à Berlin avec Orne Mbrini, justement. Et puis, ils ont démarré ce programme que vous voyez aujourd'hui ici en 1990. Et ils sont déjà à plus de 70% de plats végétariens et véganes mangés au quotidien. Des plans de menu qui soient plus redondants. On ne va pas devoir toujours des plans de menu qui reviennent tous les 3 semaines, qui sont lancinants, pas très intéressants à manger. Obligation de travailler avec ces types de labels, donc bio et puis Fairtrade quand on ne trouve pas des produits suisses. Ils n'ont plus le droit de travailler avec des produits poussés sous serre à énergie fossile. Ils sont obligés de travailler maintenant, nos restaurateurs, avec ces origines de produits IP Suisse et Suisse Garantie. Ça, c'est une obligation. Tout ce que vous voyez là a été mis dans un avenant au contrat avec tous les restaurateurs pour pas les forcer, mais au moins, en tout cas, être sûr qu'ils vont le faire. Plus encore, nous, avec le monitorage qu'on tient derrière. Les nettoyages, ils seront obligés de travailler avec des produits qui sont écologiques, selon durabilité EPFL, ce qui a été décidé. L'emballage alimentaire, maintenant, ils vont avoir à disposition donc, tout un système Recircle qui sera un petit peu poussé pour eux l'année prochaine, où ils auront l'obligation de mettre toutes leurs salades, tout ce qui sera à l'emporter dans ces boîtes recyclables et lavables. Et puis les résidus alimentaires avec Kitro. Vous voyez là comment on va reconstruire nos cuisines et puis nos restaurants dans le futur, au niveau du courant, au niveau du froid, des gaz dans les frigos. Puis, suite aux analyses de Bilong, donc, on aura on pense pouvoir arriver à 10% de marchandises par avion et 30% par bateau qui seront dans nos assiettes l'année prochaine. Puis la plateforme d'achat justement qui est tout en haut sur laquelle on est en train de travailler pour l'horizon 2023. Voilà, une partie des mesures que vous avez vues cette année. Alors bien sûr que
L'année Covid, c'est un peu une année spéciale, hein. Vous n'êtes pas tous présents, vous ne pouvez pas tous vous apercevoir de ce qui a changé aujourd'hui à 100% dans vos assiettes. Mais voilà une petite partie déjà de ce qui a été modifié dans vos assiettes aujourd'hui. Il y en aura beaucoup d'autres dans le futur, puisqu'on va devenir, comme on monitor, on va devenir aussi plus exigeant avec nos restaurateurs. On va leur demander de travailler plus en amont avec nous sur la réduction de ce CO2, puis de vous apporter encore plus de produits locaux, frais, sains et puis durables. Donc à partir du 1er janvier, on a défini ce que c'était qu'un plat végétarien à l'EPFL, parce que quand j'étais arrivé, je m'apercevais je voyais des gambas, je voyais du poisson sur des risottos, enfin, des trucs qui n'étaient pas très, très végétariens. On a défini qu'on était ovo-lacto-végétarien au final. Et puis depuis le 1er janvier, donc on a mis cette mesure en place. 50% des lignes sont végétariennes maintenant depuis le mois de septembre. Et ça, c'était une obligation pour nous de passer par là, c'est de donner autant à l'un qu'à l'autre, en tous les cas. On mange plus de volaille du Brésil, on a abandonné le foie gras, on n'a plus de sauce à base de bouillon monosodique glutamate. Et puis, ce type d'œufs sont obligés de travailler avec. Ces huiles alimentaires qui sont maintenant dans vos repas et puis qu'on utilise, qu'on travaille avec Nutrimenu. Il n'y a plus de produits à base d'huile de palme et puis les importations bateaux et avions que vous voyez juste en dessous. 50% des produits sont Suisse Garantie et IP Suisse. La viande de veau et bœuf sont 100% suisses. On pense aujourd'hui devoir, dans un futur très proche, abandonner complètement ces deux viandes-là. Ce n'est pas impossible, où on se concentrera sur des viandes qui sont moins impactantes au niveau de notre CO2. Et puis, le reste des viandes est 100% suisse depuis le mois de juin, à part l'agneau qui vient de Nouvelle-Zélande et d'Irlande. Pourquoi on a choisi la Nouvelle-Zélande? Parce qu'en termes de viande d'agneau, c'est la moins sale, je dirais, qui est importée en Suisse. Le reste, les chaînes d'abattage, de tout ce qui est Australie, et le temps de transport de ces animaux, c'est une véritable infamie. La Nouvelle-Zélande est vraiment ce qui se fait de plus propre à l'étranger, loin de chez nous. L'obligation de travailler avec Nutrimenu, toute cette partie-là, tous ces KPI que vous voyez, a été subventionné par la redevance des restaurateurs. Donc, on réinjecte, comme je vous disais, toute cette redevance dans ce monitorage, dans ces outils. L'utilisation de la vaisselle technologique, je vous en ai parlé. Obligé de travailler avec Recycle. On a mis une action donc maintenant à votre disposition, un menu 5,50 à 7,50. Alors je constate comme vous, puisque je pense que je vais avoir la question, que très souvent les restaurateurs sont encore trop vers 7,50. Je vais avoir une discussion avec eux dans très peu de temps. On va dire qu'on a on a un peu la grande messe une fois à 2 fois par année avec eux. Et c'est quelque chose sur lequel je vais retravailler avec eux, puisqu'on leur a laissé un petit peu de mou pour qu'ils puissent dire OK, on travaille une fois 5,50, une fois 7,50. Je vois qu'ils sont tous trop vers les 7,50. Puis ça, c'est un petit peu dommage. Je trouve que là, ils ne jouent pas assez le jeu. Donc, c'est quelque chose qu'on va retendre d'ici le mois de novembre. Et puis, une ligne de menu qui est 100% en Nutrimenu pour vous aujourd'hui, donc depuis le 28 septembre. À partir de l'année prochaine, toutes les lignes sont quasiment tous calculées sur Nutrimenu. 50% des légumes sont frais et de saison. Obligation de travailler avec les récoltes de nos champs. Donc, une partie de ce que vous voyez des 7 hectares qui sont entre l'UNIL et le PFL va se retrouver dans vos assiettes à partir de l'année prochaine. Donc, j'ai déjà acheté plusieurs lots de poireaux, céleri, carottes et autres légumes qui vont se retrouver dans vos assiettes sous forme de promotion et d'action avec ces restaurateurs. Donc, à partir du mois de mars de l'année prochaine, où on aura typiquement des journées où on fera des plats à base de poireaux, de ces céleri, de ces carottes, et qui poussent autour de vous, on va dire. Donc, on sera vraiment en plus proche que ça, on ne pourra pas. Bien sûr que ce n'est pas avec tout ce qu'on va planter dans les champs de l'UNIL et le PFL qu'on va nourrir le PFL et l'UNIL. Hein. Je suis très conscient de ça. On a fait le calcul, si on voulait nourrir l'UNIL et le PFL, on tiendrait 4 jours. Donc, mais c'est au moins pour vous faire voir que voilà, y a des légumes qui poussent, il y a des saisons, et que c'est important que les générations qui sont là sachent que la carotte, ça ne pousse pas n'importe quand, que le céleri, ça se mange et puis ça a une saison, etc. etc. Puis les poissons de mer sont obligés de travailler avec ces poissons, donc sous label MSC, AMSC et Friend of the Sea. Et puis, comme je vous avais dit, on a abandonné donc, tous les produits sous serre énergie fossile. Pour les plats transformés, ça c'est un petit peu compliqué. On travaille avec Bilong pour cette partie-là, où voilà, c'est un petit peu plus compliqué. On a des produits qui viennent du Portugal, des fois dans certaines lasagnes, de la viande qui vient de Suisse. Et là, on doit retravailler encore pour être sûr de l'impact qu'on a avec ces plats transformés pour nous dans le futur. Voilà, tout ça est monitoré au final parce que on croit que nos restaurateurs vont jouer le jeu avec nous, mais on n'est pas non plus des enfants de cœur. On est quand même conscient qu'il nous faut des résultats et puis que ces résultats, on puisse l'avoir avec des chiffres et puis qu'on puisse aussi annoncer à la Confédération au final qu'on a diminué notre impact CO2 grâce à toutes ces mesures et à ce monitorage qu'on est en train de mettre en place. Voilà,
presque pour finaliser, je dirais que vous voyez ici toute la roadmap donc, qui était imposée aux restaurateurs cette année. Donc, on a eu un peu le nez creux l'année dernière parce qu'on n'avait rien mis sur octobre-novembre. Donc, du coup, on a pu rebalancer tout ce qu'il y avait mars-avril sur cette dernière partie de l'année, donc octobre et novembre. Et puis, au final, on sera dans le tir parce qu'on va arriver à avoir fini la première partie de nos mesures sur le calendrier 2020. Donc, tout ce que vous aviez vu avant se retrouve dans cette roadmap des restaurateurs. Quelques projets qu'on met en place actuellement. Donc, vous avez pu voir cette petite navette là, qui circule actuellement, donc, qui va commencer à livrer des repas d'ici une dizaine de jours. C'est un projet qui me tenait à cœur parce que c'est vrai qu'il nous manque un service ici, c'est un service de livraison. Alors, on a à peu près une vingtaine de produits restauration différentes, hein, thaï, cafétéria, restaurant service à table, etc. Et puis d'autres encore, libanais. Mais on n'a pas de service de livraison. Et moi, je trouvais que c'était un service qui vous manquait parce que très souvent, vous êtes dans certains labos, vous êtes dans certaines classes ou dans certains amphis, vous aimeriez manger certains produits d'un restaurant, puis vous n'avez pas de service à disposition. Et en plus du point vélo qu'on va monter avec les étudiants, je trouvais que ça, c'était quelque chose qui ressemblait un petit peu à l'EPFL, enfin, dans sa partie un petit peu recherche, dans sa partie académique, qui rentre bien dans cette dynamique. Et cette petite voiture, je trouve qu'elle est séduisante. On est en train de la tester et elle va venir livrer vos repas dans le futur aux différents endroits où vous êtes. Donc, on la teste pour les 3 prochains mois. Et puis, après, on a d'autres sujets avec cette voiture dans le futur. Le Localomat dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec qui je monte ce projet avec l'État de Vaud, à vrai dire, où j'ai été... je cherchais une plateforme, à vrai dire, pour réunir tous ces produits locaux et je l'ai trouvé chez Prométer, donc chez Vauplus. Et en collaboration avec Vauplus, on met en place donc, ce nouveau Localomat. Donc vous aurez des produits secs, vous aurez des produits frais, ultra frais. Donc c'est différentes machines. Puis une dernière machine qui sera uniquement à base de glace locale, donc des palettas, de la brebisane, qui seront à votre disposition à partir du 1er janvier au Rolex Center et sûrement ici au SG à la place des machines que vous avez là-bas. Voilà, et puis le maraîchage, je vous en ai parlé juste avant. Donc, pour cette partie de légumes qui se retrouvera dans vos assiettes au printemps de l'année prochaine. Voilà, j'en ai fini. Si vous avez des questions, je reste à votre disposition après. Merci Bruno. Donc on se voit après pour un petit tour de questions-réponses. Le plaisir d'accueillir alors Camille Andan et Lucie de Castor Frigan. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Camille. Oui, moi, c'est Lucie. Et on fait partie du projet Castor Frigan, de récolte d'invendus et de restauration à base des invendus. On voulait vous présenter ce projet aujourd'hui et on est très content de venir parler d'alimentation parce que dans le cadre, bien sûr, des enjeux climatiques, c'est un sujet qui est très important étant donné que ça nous touche toutes et tous chaque jour. Et c'est en prenant conscience de certains gestes qu'on peut faire au quotidien qu'on se rend compte que c'est possible et que c'est facile. Évidemment, quand on parle d'alimentation et de durabilité, ce qui revient souvent, c'est la consommation de produits carnés, de viande donc, et de produits laitiers qui consomment évidemment beaucoup d'énergie à produire et qui émettent beaucoup de gaz à effet de serre. On parle ici d'équivalent CO2. Et donc évidemment, sur ce graphique qui, je pense, que vous avez vu très souvent, on remarque que ces produits représentent un impact colossal sur l'environnement. On sait que c'est environ 15% des impacts globaux sur l'environnement en termes de gaz à effet de serre. Et du coup, c'est important pour nous de sensibiliser sur ces sujets-là, parce que c'est en prenant conscience de ça qu'on peut chacun être le moteur du changement dont on a besoin. Outre la qualité de notre alimentation, c'est évidemment la quantité qui pose aussi problème, et pour nous c'est important étant donné qu'on parle d'invendus. On sait assez précisément qu'on a environ un tiers de la nourriture qui est jetée alors qu'elle est encore consommable. Ça représente pour la Suisse 300 kilos par personne et par an. Si on multiplie ça par la population de la Suisse, ça fait ce chiffre énorme, 2 millions
555 millions, oui, 2 550 tonnes. Oui, pardon, c'est dur. Et du coup, ce chiffre-là, je trouve qu'il est énorme, mais c'est difficile de se le représenter. Et un exemple que je trouvais assez drôle, une comparaison, c'est si on met ça dans des camions et qu'on les aligne les uns derrière les autres, ça ferait la distance entre Zurich et Madrid. Donc ça ferait 150 000 camions. C'est énormissime. On sait que parmi toute cette masse, il y a 2 tiers qui sont encore consommables avant d'être jetés. Donc pour nous, c'est évidemment très important de concilier ces deux aspects. Et c'est pour ça que le Castor Frigan a vu le jour. Merci Camille. À fond. Alors il y a plusieurs échelles de leviers. Avec le Castor qu'on a créé comme projet, on essaye de toucher un peu le pôle des ménages avec justement la sensibilisation qu'on peut faire sur nos événements pour essayer de réduire la perte des denrées alimentaires dans les ménages. Ensuite, au niveau de la restauration, nous, quand on fait des repas, du coup, on redistribue toute la nourriture. Donc, à ce point-là, on est assez bon. Et ensuite, au niveau du commerce, donc, comme on va récupérer les invendus à Migros, on essaie de récupérer un peu des invendus. Donc, ça fait une petite part. Donc, qu'est-ce que c'est le Castor? Si vous ne savez pas trop encore ce que c'est, mais j'imagine que vous avez déjà vu soit des petits déj gratuits, soit des légumes invendus qui traînent par-ci par-là. Donc en gros, au début, on a commencé avec des disco soupes avec l'association Unipoli. Donc c'est des événements une fois par semestre où on cuisinait dehors avec les gens qui passaient. On les invitait à venir partager des choses. Et après, on s'est dit, bon, c'est un peu quand même organique, il faudrait un truc un peu plus récurrent. Et là, on voulait aussi mettre la dynamique de cuisiner ensemble pour créer du savoir et puis créer une espèce de communauté et que les gens soient liés. Et donc, on s'est dit, on va essayer de faire quelque chose qui ressemble à une cantine autogérée à base d'invendus. Et donc, on a reçu le soutien de la plateforme projet Act for Change Lab de durabilité EPFL, qui nous a un peu lancé pour acheter du matériel et un peu mieux s'organiser. Donc là, on a commencé à distribuer des petits déj, à faire des repas toutes les 2 semaines. Et ensuite, dernièrement, genre en février de cette année, on a pu collaborer avec les services de l'EPFL pour proposer un repas dans une cuisine de l'EPFL, donc avec Rémi et puis Bruno qui nous ont beaucoup coachés et poussés à cuisiner dans une cuisine pro, quoi. Alors du coup, après ces premiers essais, on a commencé nos premières instances de repas réguliers. Dans un premier temps, on était donc à la maison de quartier de la Bourdonnette parce que c'était compliqué pour nous d'avoir un local sur le campus au début. Mais c'était une très bonne première expérience parce que ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses. Déjà, on a acquis les bases de la gestion d'une cuisine qui produit vraiment de gros volumes et un horaire régulier, puisqu'on faisait ça une fois toutes les 2 semaines. Donc ça, c'était il y a 1 an. Ça nous a permis également de rassembler des publics différents, puisqu'on avait à la fois des gens de l'EPFL qui venaient aider à cuisiner et puis, ou qui venaient simplement manger. Et en même temps, on avait des habitants du quartier de la Bourdonnette. Donc c'était très intéressant pour nous aussi. Et en même temps, on commençait à construire un groupe assez fidèle de bénévoles et de convives. Et la communauté Castor Frigan commençait à grandir. Donc, c'était une très bonne première expérience pour nous. Et du coup, en début de cette année, avant que le campus ferme ses portes, on a réussi, grâce à Bruno, à organiser un repas, et également avec l'aide de Rémi du Taquinoa, un repas au Taquinoa où on avait des super costumes, c'était génial. Et ça nous a permis d'apprendre évidemment encore beaucoup de choses, ça allait super vite, parce que évidemment nous on n'était pas du tout habitués, étant donné qu'on était à la Bourdonnette avant. Et du coup ça nous a permis de confronter notre expérience acquise à la Bourdonnette avec ce genre de locaux professionnels. Et c'était très différent pour nous. Et évidemment, grâce au soutien de Bruno et de Rémi, on a pu profiter de l'expérience de professionnels du monde de la cuisine, parce que c'est très différent de gérer une cuisine communautaire avec seulement des étudiants bénévoles et de travailler en petits groupes avec des professionnels. Ça n'a rien à voir. Et en même temps, ça nous a permis, ça dépasse un peu, mais ça nous a permis de montrer qu'il y avait une présence très importante de la demande pour ce genre d'événement sur le campus, puisqu'on a réuni beaucoup de gens et ça montre que ce projet a de l'avenir et ça nous encourage beaucoup à continuer dans les semestres à venir, dans les années à venir, pour pourquoi pas essayer de concrétiser l'idée initiale
et le projet de cafétéria autogérée sur le campus. Merci. Du coup, n'hésitez pas à nous rejoindre. On fait soit des repas, soit des distributions d'invendus aussi avec les associations du campus. Si vous avez besoin d'invendus pour faire des repas pour vos membres ou n'importe quoi. Et des fois, on fait des petits événements, genre on fait des confitures ou n'importe quand il y a des gros batchs de légumes ou de fruits qui arrivent. Du coup, n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook ou n'importe. Ou à nous écrire. Merci beaucoup. Casseur Frigane. Venez, venez. Ils font les timides. Bah, merci beaucoup pour ces deux présentations. Moi, j'ai pas mal de questions pour vous, mais est-ce qu'il y en a déjà dans le public? Ou pas du tout? Oui. Bonjour, merci beaucoup en fait pour ce que vous faites. C'est vraiment, ça fait plaisir de voir comment ça bouge à l'EPFL, de voir qu'on a plus de menus végétariens et tout ça. Je pense que c'est une demande des étudiants assez forte. Pour moi, ce que je me suis demandé avec le Nutri-Menu, je trouvais ça super intéressant, super cool comme concept. Après, je suis allée voir et j'ai vu que quand même vers 80% de Nutri-Menu, c'est avec de viande. Et en plus, j'ai une fois vu qu'il y avait même des crevettes de Vietnam. Du coup, je me suis demandé pourquoi c'est pas végétarien et comment ça devient en fait une Nutri-Menu. Alors, il y a une partie du Nutri-Menu ils sont là pour calibrer, après, à vrai dire, votre menu. Donc, la prochaine étape, justement, c'est ce qui va réduire au niveau, justement, impact produit et puis, qui va s'axer, à vrai dire, sur le côté vegan et végétarien. Mais ce n'est pas un outil qu'on a pris uniquement pour calculer de la nutrition sur du vegan et végétarien. C'est, à vrai dire, c'est pour calculer l'ensemble de ce qui tombe dans vos assiettes. Donc, un jour, vous pouvez le retrouver sur une assiette qui va être végane. Le lendemain, vous pouvez le retrouver sur la partie végétarienne. Puis sur le lendemain, après, sur une partie de viande, etc., etc. On réduit au fur et à mesure de notre travail tout ce qui tombe dans votre assiette, c'est-à-dire en termes de produits qui viennent de l'étranger, en termes de viande, puisque au final, avec les menus Nutri-Menu, vous avez 80 grammes de viande par assiette maximum. Donc vous regardez, ça paraît très peu comme ça, mais c'est ce qu'on aurait besoin pour les assiettes Nutri-Menu. Et puis dans le futur, comme on va calculer tous les menus sur Nutri-Menu, vous aurez la globalité de ce que vous mangez qui sera calculée dessus. Donc certains produits vont être amenés à disparaître puisqu'ils sont dans les mesures qui arrivent et puis qui passent au niveau des mois. Puis aussi pour toute la partie nutritionnelle. Donc il faut être juste encore un petit peu patient parce qu'on vient de lancer. On le fait sur un menu actuellement et puis à partir de 2021, on le fera sur tous les menus. Donc là, vous verrez vraiment sur la totalité de vos produits, de vos menus qui sont proposés. Du coup, aussi plus en plus sur des menus végétariens et aussi vegan, parce que je pense que le vegan, c'est encore ce qui manque le plus à l'EPFL. Oui, absolument. Donc l'idée, après, bien sûr, c'est que vous ayez vraiment une vision claire de ce que vous avez dans votre assiette calculée par Nutri-Menu au niveau de vos produits vegan, vos menus vegan et végétariens. Puis vraiment, je mets l'accent sur végétarien parce qu'on a décidé d'être végétarien, pas végétalien. On a dit on est ovo, lacto, végétarien. Donc on met aussi du beurre, de la crème et du lait, mais on est aussi sans protéines animales, ça c'est important pour nous. Et puis cette partie vegan, vous l'aurez à partir du mois de janvier de l'année prochaine, avec ce nouveau restaurant qu'on ouvre donc au Vinci, qui sera donc 50% vegan, 50% végétarien. Donc tout ça sera passé dans le Nutri-Menu, en effet. Moi, j'ai une question pour vous deux, parce que c'est vrai, quand on s'est rencontrés la première fois, Bruno, tu nous racontais tes premiers pas à l'EPFL, et que finalement une défiance, disons les choses, une défiance aussi de la communauté de l'EPFL, qui avait des revendications très très fortes par rapport à l'alimentation. Toi, tu es arrivé et tu as ouvert ce grand chantier. On a bien compris, évidemment, que ça ne touchait pas que l'alimentation en elle-même. Moi, j'ai quand même envie de savoir quels sont aussi les écueils, où est-ce que ça coince pour aller plus vite et surtout favoriser aussi une acceptation de toute la communauté avec
différents points de vue, différentes exigences et différentes habitudes. Alors aujourd'hui, j'ai pas eu vraiment rencontré beaucoup de résistance dans ce que j'ai amené, puisque je réponds à une demande, à vrai dire. J'ai pas vraiment de résistance ou d'écueil, hein. C'est clair qu'il a fallu rencontrer toutes ces associations, les étudiants, les différents groupes de direction, la présidence qui a signé aussi avec nous cette charte d'engagement pour une restauration plus durable. Et puis, je dois dire que j'ai reçu un très bon accueil de vous tous par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place sur les mois et années futures. J'ai pas vraiment senti de résistance. Et quand on va voir un restaurateur qui cuisine la même chose depuis 20 ans, puis on lui dit maintenant il va falloir changer, comme nous, devoir changer nos habitudes et consommer peut-être moins de viande. Il faut aller voir aussi des fournisseurs qui ne sont pas forcément dans l'environnement EPFL. Dans toute cette chaîne-là de valeur, s'il y a un maillon qui se grippe... Alors oui, c'est vrai qu'au niveau des étudiants, au niveau de la direction, au niveau de la demande des doctorants et de tous ceux qui mangent aujourd'hui dans notre campus, dans nos campus de l'EPFL, je n'ai pas rencontré de résistance. Je n'ai pas rencontré non plus beaucoup de résistance chez les restaurateurs parce qu'ils étaient presque convaincus qu'il fallait faire ce tournant. Certains l'avaient déjà fait, hein, certains restaurateurs, certains groupes de restauration l'avaient déjà fait. D'autres, il a fallu expliquer et puis aussi conforter qu'on allait les aider, les soutenir dans tout ce qu'on allait mettre en place avec eux. On n'allait pas les lâcher comme ça dans la nature en leur disant mettez tout ça en place et puis débrouillez-vous, faites pour le mieux. Donc c'est vrai que dans cette partie-là, je ne parlerai pas de résistance, mais plutôt de soutien et puis il fallait rassurer quelque part ces restaurateurs pour dire voilà, attention, on a un gros projet, vous allez en faire partie et puis ne vous inquiétez pas, on vous soutiendra et par des outils et par des moyens. Maintenant, une question de speak-up. Donc l'année dernière, on aviez parlé de faire une journée sans viande à l'EPFL. Vous avez dit que vous étiez plutôt pour. Est-ce que vous pensez que l'initiative va se renouveler un seul jour ou beaucoup plus? Alors à partir du mois de janvier, vous en aurez une par semaine. Donc le campus deviendra végétarien une journée par semaine. Donc c'est un engagement qu'on a pris avec nos restaurateurs. Et puis cette année, malheureusement avec le Covid, on aurait dû en faire plus, hein. J'ai pu en faire une au mois d'octobre. Le 6 octobre, on l'a fait, donc le campus est devenu végétarien. Ça a donné des belles choses. Ça nous a aussi donné des informations sur ce qu'on devait corriger, parce que bien sûr, hein, quand on communique à 19, chacun comprend un petit peu ce qu'il veut dedans. Donc on n'a pas trouvé de viande, on n'a pas trouvé de mauvaises choses, mais il y a des choses encore qu'on doit retendre un petit peu au niveau du cadre. Je crois que la professeure Guizou, je crois qui nous suit à travers son écran, avait fait une remarque la semaine dernière, une question que je trouvais très pertinente, c'est finalement, on parle beaucoup d'alimentation et durabilité, mais comment faire de ce changement-là quelque chose d'inclusif, avec les différentes des questions d'intolérance, des questions de religion, etc. La communauté, c'est 15 000 personnes. Comment est-ce que finalement inscrire cette stratégie-là et de la faire la plus inclusive possible pour toute la communauté? Moi, par exemple, le cas sur Frigan, est-ce que vous avez... comment est-ce que vous voudriez développer finalement votre association pour la rendre la plus inclusive possible? Alors, évidemment, c'est toujours compliqué de pouvoir concilier les avis de toutes et tous, surtout quand on voit que on n'a pas encore toute la population qui est végétalienne, malheureusement d'une certaine manière. Nous, on travaille beaucoup sur la sensibilisation et la propagation de l'idée qu'il faille réduire la consommation de produits carnés et en même temps de réduire le gaspillage alimentaire. Du coup, on ne va pas forcément aller sur les axes de concession en essayant de réfléchir à comment proposer des repas végétariens qui incluraient des produits laitiers ou qui incluraient des produits carnés, puisque aujourd'hui, on est dans un contexte très difficile où on ne peut plus faire de concessions, puisqu'on a une urgence qui nous tombe dessus. Et donc, ces questions d'inclusivité, elles sont importantes, c'est vrai, mais quand cette inclusivité passe par la menace de notre environnement, malheureusement, on ne peut pas toujours concilier les avis de tout le monde. Et comment est-ce que vous gérez finalement la problématique du libre choix de chacune et de chacun, de consommer de la viande ou de ne pas en consommer, et finalement de faire de cette mise en place de stratégie quelque chose qui n'est pas une confrontation entre des pour et des anti, mais quelque chose qui soit un peu plus fluide et diversifié? On oppose souvent les carnivores et les végétariens, mais finalement, est-ce que c'est si binaire que ça?
Ouais, comment dire? En fait, peut-être dans la vie de tous les jours, ce serait un point qui serait important à soulever parce que finalement, chacun mange ce qu'il veut. On ne peut pas forcer quelqu'un à manger différemment. Simplement, ici, on est dans un contexte différent puisqu'on est dans une université qui essaie de prôner justement le progressisme sur ce point-là. Et du coup, c'est important, en conséquence de son rôle si majeur dans la sphère du monde académique européen, c'est important de pousser ce point de vue-là en avant-garde, justement, comme l'a dit Bruno tout à l'heure, pour l'université de Berlin, qui déjà depuis 3 décennies a pris des mesures qu'aujourd'hui on n'a pas encore prises ici ou ailleurs dans d'autres universités. Alors, dans ce contexte-là, pour moi, c'est important d'aller encore plus loin que les idées de base. Question? Oui, encore une question de speak-up, du coup, pour vous, Monsieur Rossignol. Est-ce que les roulottes seront mises aux mêmes règles que les restaurants traditionnels? Oui, elles le sont déjà. Elles ont exactement la même mission à remplir, le même travail à donner. Et puis, elles n'ont pas de différence. Ça fait partie de notre restauration. On a un gros projet, là, justement, de restauration. On va transformer, à vrai dire, ce parc de food truck à l'horizon 2022. Aujourd'hui, on travaille sur un projet de village des food trucks qui nous permettra d'avoir une amplitude de 7h du matin à 21h avec toutes des food trucks qui viendront au fur et à mesure de la journée vous offrir différents types de nourriture, du petit déjeuner au repas du soir, en passant par l'après-midi et puis au lunch, donc 6 jours sur 7 à partir de 2022. Mais elles sont soumises aux mêmes règles que les autres restaurateurs. Il n'y a pas de raison qu'on oblige nos restaurateurs de faire ainsi et puis pas aux autres. Et la même chose aussi pour Selecta, puisque on a décidé de travailler sur nos propres vending machines pour dire Selecta, ils remplissent pas la mission, ils n'arrivent pas à changer le rôle de ce qu'ils mettent dans leur machine. Donc nous, on prend le lead et on crée nos propres machines avec l'État de Vaud pour vous apporter le meilleur possible local. Je voulais rebondir en fait sur les derniers propos de Camille et puis surtout l'exemple de l'Université de Berlin qui a une longue expérience justement aussi alors, dans la cuisine végétarienne sur le campus. Est-ce que toi, finalement, Bruno, là, depuis le mois de septembre, 50% des menus sur le campus sont végétariens. Est-ce que tu es prêt, finalement, à bannir complètement la viande? C'est ça l'objectif? C'est une réflexion qu'on a dans le pipe actuellement, qu'on se pose. Est-ce qu'un jour, on devra complètement bannir, finalement, la protéine animale? On y pense. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. On sait qu'on doit, en tous les cas, diminuer celle qui impacte le plus. Et puis, peut-être l'abandonner, c'est le bœuf et le veau. Ça, ce n'est pas impossible. C'est une discussion qu'on a depuis quelques temps maintenant avec Durabilité et PFL, puis les groupes de restauration avec lesquels on travaille. Mais ce n'est pas impossible qu'à l'horizon de ces quelques années qui arrivent, on doive abandonner une grosse partie de notre protéine animale. C'est en réflexion en tous les cas. D'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vous remercie encore. J'essaie de tenir la montre. Merci encore Bruno, Camille et Lucille. Sans transition. On passe à table ronde. Je vous invite à venir me rejoindre pour cette deuxième partie. Non, je reviens. Je vous présente juste et puis après tu y vas. Alors, bienvenue dans cette deuxième partie. Merci à nos invités et à nos invités d'être parmi nous. Donc n'hésitez pas, à part ça, moi j'aime pas trop laisser de temps à la fin pour des questions-réponses, donc il faut juste lever la main pendant le débat, ça serait beaucoup plus sympa, j'espère. Donc merci beaucoup d'être là. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Marcus Burkhardt, qui est là, masqué. Contrairement à moi, donc directeur de Suisse romande de SV Group. Vous êtes l'un des leaders suisses de la restauration collective. Et depuis 2010, comme beaucoup, vous avez finalement précédé le PFL parce que vous avez fait un peu la grosse révolution de l'assiette au sein de votre groupe,
avec l'ambition de faire le groupe de restauration collective le plus idéal, on va dire, en termes de saisonnalité, de frais, de local et de durable. À votre côté, Gaëlle Keim, vous êtes délégué départemental à la durabilité associé au département de la formation du canton de Vaud. Et vous allez entre autres revenir sur les défis qui attendent les cafétérias et les écoles vaudoises, mais aussi sur les difficultés d'implémenter une politique de durabilité ou finalement d'avoir des mesures concrètes qui se font. Donc on va un petit peu aussi en débattre. À votre droite, Christian Schwab, fondateur et directeur du Food Center, donc le centre de nutrition et d'alimentation de l'EPFL. Et ce centre, il agit un petit peu comme comme jeteur de pont entre finalement la communauté scientifique et aussi l'industrie. Donc ensemble, vous essayez de co-créer, de résoudre ces problèmes liés à l'alimentation. Et enfin, Olivia Grebler, vous êtes chimiste de formation, passionnée de cuisine et d'alimentation, mais vous êtes surtout chef d'entreprise, fondatrice et directrice d'EcoCook. Et EcoCook recherche des solutions qui sont durables dans la restauration. Il s'agit d'un programme, dites-moi si je me trompe, de certification pour les restaurateurs, pour leur apprendre à finalement cuisiner mieux, en économisant de l'argent, mais aussi des ressources, type économie d'eau, etc. On aura le temps de développer tout à l'heure. Je suis juste ? Super. Je laisse la place à M. Schwab qui va nous introduire cette deuxième partie et on revient ensuite pour les questions. Vous m'entendez ? Très bien. Je vais peut-être me mettre de côté, juste vous présenter certains chiffres. Vous avez entendu certains chiffres aujourd'hui. En complément à ce qui a été dit sur le Food Center, je vais juste vous donner un petit éclairage. La raison pour laquelle je suis là aujourd'hui, c'est qu'on travaille beaucoup avec Bruno, parce qu'on se complète très bien. On partage une vision qui est Healthy Diet from Sustainable Food Systems, qui combine bien entendu le côté apport nutritionnel de vos assiettes et puis surtout le respect de l'environnement, de la société également. Bruno et son équipe le font vraiment sur le terrain, en développant, implémentant et disséminant des best practices, la meilleure façon de faire les choses, comme vous avez pu l'entendre aujourd'hui, c'est extrêmement riche. Au niveau du centre, on représente plutôt le côté académique, parce que comme il a été dit en introduction, les centres, ce n'est pas le seul, il y en a une vingtaine à peu près à l'EPFL, font vraiment ces passerelles entre nos laboratoires et le monde extérieur, l'idée étant, si nos technologies restent dans nos labos, elles ne servent à rien. Donc comment s'assurer d'avoir un impact maximum au niveau des chaînes alimentaires mondiales. Et juste en préalable, juste pour contextualiser les enjeux, je voulais tenir mon micro plus près et ma souris aussi. C'est avec ça ? Je bouge ? Ouais, peut-être là. Quelques chiffres clés. Non, je ne sais pas. Ah voilà, la roulette. Quelques chiffres clés pour contextualiser les enjeux. Parce que quand on parle impact environnemental ou social, on pense trop souvent, dans cette maison en particulier, à l'aspect transport et énergie, qui sont bien entendu des contributeurs majeurs aux effets négatifs. Mais les chaînes alimentaires sont les premiers contributeurs aux effets négatifs, en particulier sur le climat. Quelques chiffres pour vous gâcher la soirée. 37%, la production de nourriture. Quand je dis production de nourriture, c'est vraiment depuis l'agriculture, le stockage, le transport, la transformation, la mise en vente dans les supermarchés, encore un petit peu de transport, la préparation dans vos ménages, et puis la consommation. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les food systems, représente 37% de la consommation des terres arables. Sachant les dynamiques de réchauffement climatique, sachant les dynamiques d'urbanisation rampante qui font que ces climats, ces terres arables sont de plus en plus sous pression, la question où produira-t-on la nourriture de demain, dans un horizon 2050, quand on sera 10 milliards sur Terre, est une bonne question. On l'a entendu ce soir, la production de nourriture représente 30% des émissions de gaz, ce qui fait dire à certains que le levier le plus accessible et peut-être le plus simple pour avoir un impact positif, c'est justement les habitudes alimentaires. C'est 70% de l'eau fraîche prélevée, sachant que l'eau, c'est la source de tension géopolitique numéro 1 au monde aujourd'hui, devant les hydrocarbures. Un tiers de la production de nourriture mondiale vient de zones qui sont dites water stressed, c'est-à-dire que l'approvisionnement en eau n'est plus garanti. Imaginez ce que ferait 2 ou 3 années de sécheresse consécutive dans ces régions, en termes de souffrance humaine, bien entendu, et en termes d'instabilité géopolitique. Si nos amis de l'UDC pensent qu'on a un problème d'immigration aujourd'hui, attendez.
la production de nourriture, c'est 70 millions de tonnes de déchets plastiques. C'est la moitié des 140 millions de tonnes de déchets plastiques qui sont déversés dans les mers. On a tous vu ces images de 6e continent, d'îles flottantes. La moitié vient du food. C'est 70% de la perte de biodiversité. On nous dit qu'on entre dans la 6e ère d'extinction massive, avec 1 million d'espèces menacées. 70% vient de l'ensemble des impacts des food systems, que ce soit à l'intérieur des food systems, soit tellement surspécialisé la production, que ce soit plus encore l'impact de nos chaînes alimentaires sur les écosystèmes environnants. On l'a entendu également, c'est probablement l'un des chiffres le plus dérangeant, je trouve. 32% de la production de nourriture mondiale n'est jamais consommée. C'est 1,6 milliard de tonnes de déchets de nourriture par année. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter une montagne d'1,6 milliard de tonnes de déchets de nourriture. Moi, je n'y arrive pas. Je ne sais pas à quoi ça ressemble, ça. C'est dans un contexte où il y a 3,5 milliards de gens qui sont sous-nourris, dont 800 millions qui sont en état de famine. Après des décennies de réduction de la faim dans le monde, qui est un accomplissement merveilleux, on est reparti à la hausse depuis 3 ans et ça s'accélère. Et M. Guterres des Nations Unies nous annonce une catastrophe à l'échelle mondiale en termes de chaîne alimentaire du fait du Covid. C'est encore très abstrait, je trouve, parce qu'on va dans nos supermarchés, il n'y a absolument aucun signe visible de cette fracture des chaînes alimentaires, et pourtant il se dit que ça va venir. À l'autre extrémité de l'échelle, vous avez 2 milliards de gens qui sont surnourris. Il y a plus de gens qui meurent des effets de la surnutrition aujourd'hui que des effets de la sous-nutrition. Dit autrement, on vit mieux sous-nourri que surnourri. Et il y a beaucoup de pays qui ont ce qu'on appelle le double burden, c'est-à-dire une partie de leur population qui est sous-nourrie et une autre partie de la population qui est surnourrie. Dans les deux cas, on parle de malnutrition. Et les méthodes de production les plus efficientes que nous ayons, à savoir l'agriculture intensive ou alors l'élevage intensif, sont des désastres écologiques, très souvent, ou alors des désastres de bien-être animal qu'il va falloir qu'on change très vite. Donc en gros, désolé pour cette petite introduction joyeuse, les chaînes alimentaires, les systèmes alimentaires aujourd'hui ne sont absolument pas durables. Je pense que si vous êtes là aujourd'hui dans cette pièce, c'est que vous le savez. Donc je défonce un petit peu une porte ouverte. Mais on ne va pas en rester là, parce que comme j'étais dans une conférence l'autre jour et quelqu'un demandait au speaker qui parlait un peu de ce genre de choses, est-ce que vous êtes pessimiste? Et il répondait, on n'a plus le temps d'être pessimiste. Et si on ne change rien, juste pour accompagner l'évolution démographique au monde, hein, j'ai parlé de ces 10 milliards, depuis que je suis né, la population mondiale a plus que doublé. Depuis que ma grand-mère est née, la population mondiale a doublé 2 fois. En leur temps, il fallait 12 ans pour ajouter il a fallu 123 ans pour ajouter 1 milliard de la population. Nous, il a fallu 12 ans pour ajouter 1 milliard supplémentaire de population. Ça vous montre un petit peu le type de dynamique qu'on a en place. Donc, si on ne changeait rien pour accompagner cette évolution, plus le pouvoir d'achat, il faudrait produire 60% de plus. Donc, on a un effet ciseau qui est assez désagréable. Mais voilà, où je voulais en venir. Et ça, c'est en particulier valide pour nous tous ici à l'EPFL. Qui dit problème dit opportunité. Et là, je mets en avant quelques-unes des grands axes d'opportunité. Tous les produits à base de protéines. On les voit tous les jours, depuis les Impossible Burger jusqu'à des nouveaux substituts de thon, ou alors simplement des produits végétariens ou véganes attractifs. Il y a tout un marché en explosion, et c'est une très bonne nouvelle. Tout ce qui est produits durables et certification aussi. Tout ce qui est des alternatives au plastique. Il y a beaucoup de projets ici à l'EPFL qui ont pour ambition de trouver des alternatives au plastique à usage unique. Tout ce qui est recycling, upcycling, création de valeur à partir de déchets. Le microbiome, qui est devenu très tendance, la flore intestinale, bien sûr, l'être humain, bien sûr, mais on a aussi des axes gut, cerveau, gut, poumon, qui peuvent être impactés positivement par l'alimentation. Il y a aussi les microbiotes dans les sols, qui sont le résultat de millions d'années de co-développement avec les plantes, qu'aujourd'hui on réinvente et que certaines startups arrivent à réactiver, où c'est juste aller vraiment s'inspirer de ce que la nature avait inventé pour nous. Des alternatives naturelles aux antibiotiques, les questions de sol. Le healthy diet, you are what you eat. C'est cette sugar grenade, elle me dérange aussi beaucoup. Mais à l'image de ce que Bruno a présenté pour les automates avec les produits locaux, on est une des populations les plus éduquées qui soit, ici à l'EPFL. On sait exactement ce qu'on devrait manger, et pourtant, regardez ce qu'il y a aujourd'hui dans les Selecta. Sucre, sel et acides gras saturés, c'est la catastrophe. Donc il y a un décalage énorme entre ce qu'on devrait manger et ce qu'on pourrait manger. Mais c'est des opportunités. La génétique, qu'on le souhaite ou non, je sais que c'est très polarisé comme débat, va jouer un rôle demain. Et bien entendu, toutes les questions IT, de blockchain, d'intelligence artificielle, etc. etc. Mon dernier petit slide d'introduction, parce que quand on représente les PFL, on peut vite être confronté à des gens qui disent « oui, mais la science ne va pas tout résoudre ».
Ah non, mais je sais bien que la science va très résoudre. Il s'avère juste que dans cette maison, on contribue avec cette partie-là. Moi, tout ce que la permaculture, des choses comme ci, pourront solutionner demain, tant mieux. Si on n'a pas besoin d'amener la science dans la solution, tant mieux. Je ne crois juste pas que ce sera possible. Je ne crois pas que, vu la dynamique démographique à laquelle on est confronté, vu les questions d'urbanisation à l'échelle planétaire, on pourra faire l'économie d'un ajout technologique. Mais ce n'est pas la seule contribution. La technologie et la science, mais il y a le politique, il y a les infrastructures, il y a les investisseurs et les critères d'investissement qui vont les gouverner, les donneurs, les cadres légaux, les citoyens en termes de votation et de mettre en place un cadre légal qui soit approprié. Et puis, si ça continue, les collaborations transversales et les consommateurs. C'est-à-dire, et c'est ça, on revient maintenant à des choses de terrain dans le concret avec ce que fait Bruno et son équipe, parce que vous nous aidez à co-créer. C'est vraiment, par nos choix, arriver à réconcilier ces questions de plaisir et de durabilité. Voilà, c'était ma petite introduction pour placer le cadre stratégique au niveau vraiment de l'école. Ce que fait le Food Center, c'est essayer à contribuer à solutionner ces grands problèmes en parallèle et en complément avec ce que Bruno et son équipe font au niveau local, l'implantation pour votre quotidien. Voilà. Ça peut servir. Ben, merci pour cette introduction. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai été assez frappé par la statistique la semaine dernière, encore une, je sais, du WWF, qui recommande de limiter la consommation de viande à 2 fois par mois. Et c'est vrai qu'aussi, en vous écoutant, on se dit on a bien compris les enjeux, on a bien compris que c'était trop tard et qu'on mangeait mal et qu'il fallait peut-être revoir complètement les choses. Mais il y a quelque chose qui me turlupine en préparant cette table ronde, c'est que finalement, c'est la question de l'acceptation par les consommatrices et les consommateurs. Alors, il y a une génération qui est alors très ouverte à ce changement radical, parce que c'est ça qu'il va falloir faire. Mais finalement, vous, dans vos domaines respectifs, alors je me tourne peut-être vers vous, monsieur SV Group, monsieur Burkhardt. Ne le prenez pas mal, mais c'est vrai que quand on parle de restauration collective, moi, je n'ai pas forcément l'image de quelque chose de sain, durable, local, etc. Au contraire. Et comment, finalement, vous, sur quel levier est-ce que vous avez travaillé ? Est-ce que cette question de l'acceptation par les consommatrices et les consommateurs, c'est quelque chose qui est important, finalement, au cœur de votre stratégie ? Alors, bonjour à tous. Merci pour l'invitation, évidemment. En 2012, nous avons pris un engagement de SV Group, qui sommes leaders, effectivement, dans la restauration collective en Suisse, de diminuer, et ensemble avec le WWF, de diminuer de 10% notre empreinte carbone dans ce qu'on faisait dans nos activités dans les restaurants. Et c'est un objectif qu'on a atteint à 1% près sur les premiers 3 ans. Et puis maintenant, on se fixe d'autres objectifs, vraiment pour diminuer les empreintes carbone. Et à quel prix vous l'avez atteint, cet objectif ? Exactement. Et ce qu'on remarque, c'est qu'on a parlé de 30% de l'impact environnemental est dû à cause de l'alimentation. Et si on regarde de ces 30%, 50%, c'est vraiment ce qu'il y a dans l'assiette. Ce qu'il y a dans l'assiette, le choix de ce qu'on va mettre dans l'assiette. On parle de produits carnés, on parle des autres produits. Et on a remarqué que si on voulait atteindre 10% de réduction et plus les autres années, les années suivantes, il fallait qu'on travaille sur ce biais-là. Donc, diminuer les produits carnés dans l'assiette. Et c'est quelque chose qu'on a commencé à faire en proposant 50% de produits végétariens dans notre offre, dans les restaurants qui appliquent ce programme. C'est quelque chose qu'on n'a pas pu faire partout à cause de l'acceptation, parce qu'il y a des restaurants ou des clients pour lesquels on travaille qui n'ont pas accepté, mais de plus en plus, on voit une tendance dans cette direction où les clients, c'est vraiment difficile de causer, je me permets juste de descendre, de plus en plus de clients qui acceptent notre programme de durabilité. Et effectivement, dans ces restaurants-là, 50% de l'offre est végétarienne. Et on remarque que la tendance, elle continue, et puis on parle de 50%, on parle de 80%. Dans certains de nos restaurants, on est bien au-delà de 50%. Même si 50% de l'offre est végétarienne, on a besoin de faire que les produits végétariens
soit attractif et les gens vont commencer à manger de plus en plus de ces produits-là. Et ça, c'est la clé du succès. C'est les compétences végétariennes dans nos restaurants qui font envie de manger, enfin, ce qu'il y a dans l'assiette fait envie de manger, et c'est comme ça qu'on va gagner la bataille. Et dans certains restaurants, on est à 60-70% de végétariens et véganes sur l'ensemble de notre offre. Est-ce que finalement, il y a que... Enfin, comment favoriser finalement cette acceptation? Est-ce que finalement la responsabilité elle est uniquement sur vos épaules? Est-ce qu'il y a d'autres leviers qui sont là aussi pour expliquer, éduquer? On va peut-être en revenir après dans la table ronde sur l'importance de la formation, mais je vous laisse d'abord répondre. Alors, ce qu'on a décidé, c'est pas de paternaliser, c'est pas de dire tu dois manger du végétarien ou tu n'as pas le droit de manger de la viande. C'est dire on aimerait faire envie aux consommateurs qui mangent plus de végétariens parce qu'on est convaincu que c'est la voie qu'on doit prendre. Et pour donner envie, bah, c'est clair, ça doit être bon dans l'assiette. Et puis, devant l'assiette, dans le restaurant, quand le consommateur est dans le restaurant, il va prendre ce qu'il a envie. Et si le végétarien lui fait plus envie que la viande, il va le prendre. Vous voulez réagir, M. Schwab, ou non? Je vous voyais prendre le micro. Non, bah, c'est comme... J'adore. Non, il y aurait tellement à dire, mais... Non. Non, moi, j'ai une question pour vous, Gaël Keim. Donc, une étude de durabilité au canton de Vaud, vous, quel est l'état des lieux finalement de la qualité des repas dans les collèges et gymnases vaudois? Et finalement, quel constat est-ce que vous dressez et où est-ce que ça bloque? Alors, aujourd'hui, on est très loin d'être exemplaire dans les plus de 200 restaurants qui concernent l'enseignement obligatoire, la vingtaine de restaurants, des gymnases et des écoles professionnelles. On est très heureux que des institutions comme les PFL ou des grands groupes de restauration collective s'engagent pour une alimentation plus durable, parce qu'on veut saisir aussi de cet enjeu-là, parce que des chiffres sont évidemment inquiétants et on est très loin d'appliquer des menus qui nous permettraient de rester sur un réchauffement d'1,5 degré tel que l'objectif de Paris nous appelle à le faire. Donc c'est un dossier sur lequel on va travailler pour offrir dans les restaurants scolaires une alimentation qui soit durable, mais également pour que dans les cours, les élèves, les jeunes puissent être aussi mieux sensibilisés, mieux éduqués à ces questions de l'alimentation. Et ce qui est intéressant avec l'alimentation, et comme l'a montré M. Schwab, c'est qu'on peut vraiment aborder la question de façon interdisciplinaire avec le modèle des 9 limites planétaires, parce qu'on voit que l'alimentation, ce n'est pas juste des émissions de CO2, ça touche à la question de l'eau, à la question des sols, à la question de la biodiversité. Et ça, c'est une excellente thématique aussi pour traiter des enjeux de la durabilité en classe et dans différentes disciplines. Alors que la problématique, elle est connue, que le Conseil est dressé, qu'est-ce qui rend difficile d'appliquer cette stratégie de durabilité justement à d'autres échelles? Est-ce qu'il faut alors une impulsion politique? Est-ce que c'est par manque de fournisseurs? Est-ce que c'est parce qu'il faut recréer tout un nouveau réseau, un nouveau cercle vertueux qui permettrait de mettre pour un petit peu comprendre où est-ce que ça bloque? J'ose répondre. Du côté, c'est vrai, du département de la formation, on sent que c'est une question qui est très émotionnelle. Surtout si on touche aux jeunes enfants, on a souvent des parents qui vont réagir parce que la question, entre autres, de la viande, il y a des constructions sociales sur ce que c'est de manger la viande, des valeurs qui y sont associées. L'alimentation, comme vous l'avez dit en introduction, c'est lié aussi à des questions familiales, de tradition, de religion. Donc on sent tout de suite que ça peut crisper les gens. Et puis c'est important de mettre en place une vraie stratégie de communication, de formation pour montrer que une alimentation moins carnée, végétarienne, ça peut être désirable. Comme l'a dit aussi mon voisin de table ronde, il y a un vrai travail pour montrer que manger végétarien, c'est pas ne plus être viril ou ne pas avoir des moyens financiers, qui sont souvent des valeurs qui sont associées à des régimes carnés. Et puis, encore un élément, c'est assez intéressant aussi d'un point de vue politique. Je pense qu'on a aussi un rôle à jouer en tant que citoyen par le vote qu'on fait de nos élus, puisque des questions reviennent régulièrement au Grand Conseil sur est-ce qu'on doit mettre en place une journée végétarienne, et jusqu'à présent elles se font toujours
mettre de côté en appelant finalement au choix individuel. Il ne faut surtout pas intervenir sur le choix des gens de choisir leur menu. On a bien compris depuis le début de la soirée que la problématique et l'urgence actuelle, elle est multipartite, elle ne touche pas uniquement le contenu de l'assiette, et les solutions vont être aussi finalement collectives. Et on a aussi très bien compris que ce qu'il faut finalement, c'est carrément faire un reset de nos cerveaux, puis réapprendre à manger différemment, recréer quelque chose de différent qui nous fait peut-être peur pour certaines ou certains, ou pas du tout. Et puis tout ça, ça passe aussi par la formation. Donc, question peut-être d'abord pour Olivia, parce que vous êtes aussi, je disais, chef d'entreprise, mais aussi formatrice. Vous apprenez aux restaurateurs finalement à cuisiner différemment, en économisant les ressources, et surtout en faisant des économies. Parce que là, il faut bien, sans trop rogner leur marge. Ça fait aussi partie de l'équation. Donc, votre question, c'est le type de formation qu'on fait ou... Oui, moi j'ai envie de savoir, quand vous avez lancé finalement ce programme EcoCook, quelle a été finalement la réaction des restaurateurs quand vous venez dans leur cuisine et que vous leur dites finalement il faudrait cuisiner différemment? Oui, absolument. Peut-être en lien avec votre question précédente. Donc ce qu'on a remarqué, c'est que tout de suite, ils pensaient que ça allait entraîner un coût. Donc pour certaines actions, effectivement, ça implique un investissement. Par exemple, le fait de récolter des données ou de faire tout ce travail de monitorage, comme est en train de faire le PFL. Donc tout ça, ça implique très importante, mais il y a tout ce qui est efficacité énergétique ou emballage, produits de nettoyage, etc., qu'il faut aussi aborder. Et il faut retrouver le compte. Christian Schwab, vous avez un pied dans la recherche et la formation, l'autre dans l'industrie. Comment est-ce qu'on décloisonne finalement ces diverses initiatives? Comment est-ce qu'on les thématise? Comment est-ce qu'on les vulgarise pour le public? Est-ce que finalement la formation, c'est la clé pour mettre du liant au milieu de ces diverses initiatives? Clairement oui. Pour compléter ce que mes partenaires ont dit, si on regarde les théories du changement, il faut généralement 3 ingrédients, je simplifie, mais il faut 3 gros ingrédients pour que les comportements des gens changent. Alors là, on parle de comportement d'achat et de consommation. Il faut de la conscience. Là, l'éducation est un contributeur énorme pour développer les consciences des réalités. Il faut une alternative attractive. On parlait de la formation par le groupe ILTI. Trop longtemps, un plat végétarien, c'était j'ai mon plat de base avec une viande, j'enlève la viande et hop, voilà votre plat végétarien. Des légumes bouillis qui n'avaient absolument aucun intérêt en termes de texture, de goût, etc. Donc là, il y a de la formation à faire. Bruno m'expliquait, dans une formation de chef, on passe un temps fou à comprendre d'où vient chaque morceau de viande, où il se trouve sur la bête, etc. et comment les préparer de toutes sortes de façons différentes, et quasi rien à travailler les légumes, historiquement. Et tout ça, ça change. Donc l'éducation, ça fait partie de ça. Et le troisième élément pour le changement, après les consciences, les alternatives attractives, c'est des compétences. Il faut parfois des compétences nouvelles pour traiter les choses. Et là, c'est de nouveau de l'éducation. Que ce soit les chefs, que ce soit les consommateurs pour la préparation à la maison, que ce soit les opérateurs qu'on a sur le site qui doivent tout d'un coup mettre en place des outils pour tracer l'origine de leurs choses, calculer l'empreinte CO2 de leur préparation. Et de nouveau, c'est de l'éducation. Il y a toujours de l'éducation sous-jacente. Donc c'est un fil conducteur transversal inévitable, incontournable. Quand on parle d'alimentation et de durabilité, on a bien conscience des changements et finalement, elle s'inscrit dans une stratégie qui va être mouvante. La société, elle va changer. Dans 2025, il y aura peut-être d'autres écueils, etc. Comment est-ce qu'on garde le cap finalement dans une stratégie qui va amener à changer sur un enjeu qui va être constamment discuté, remis en question, etc. Comment est-ce qu'on... On voit Bruno avec la stratégie de 2030, la Confédération aussi qui a des objectifs également. Mais... Je crois que là où il y a là où il y a des hésitations, ce n'est pas sur le cap, c'est sur les moyens d'y arriver, sur les modalités d'y arriver. Mais Mère Nature nous rappelle chaque jour un peu plus l'urgence, la nécessité d'atteindre cette destination. Donc je ne suis pas trop inquiet. Quand les gens demandent, oui, mais est-ce que vous pensez vraiment que les consommateurs vont changer, que le système va changer? Ma réponse est de dire, il va changer. La question, c'est quand et combien de souffrances inutiles on va devoir faire endurer aux consommateurs, aux animaux, à la planète,
avant qu'on change. Le mot-clé étant inutile. Mais ça va changer. Et le cap, on tâtonne, bien entendu. Il y a beaucoup de pistes qui sont explorées aujourd'hui. Les protéines alternatives, est-ce que ça va être les insectes, est-ce que la viande de culture, est-ce que ça va être les protéines à base de végétales. Les choses vont trouver leur place, mais c'est inarrêtable, parce que la nécessité est là. En préparant cette table ronde, vous me disiez, M. Burkhardt, au téléphone, que SV Group était prêt à aller plus loin, que là, c'était juste un premier pas. Ce que vous avez pu mettre en place ces dernières années. C'est quoi la prochaine alors? Alors, effectivement, on parle d'habitudes à changer. Les habitudes, ça met un certain temps à changer. On voit ça, et puis il y a des groupes de population qui acceptent plus le changement. Et on pense à vous, aux universitaires, aux personnes académiques, où on sent vraiment cette envie de changer qui est plus là. Après, il y a beaucoup plus de résistance dans certains autres domaines. Et puis, c'est vrai qu'on a atteint un certain cap de diminution de CO2 dans certains restaurants, dans d'autres c'est plus compliqué. Et puis on réfléchit déjà au futur, qu'est-ce qu'on va faire demain. Et alors on parle aujourd'hui de déchets, on parle de comment diminuer les déchets, c'est une stratégie également de l'EPFL. Comment est-ce qu'on arrive à diminuer le déchet qui sort de l'assiette, mais également en cuisine, etc. C'est des sujets sur lesquels on travaille déjà, mais on va continuer à travailler. Et puis, il y a d'autres sujets. Pour mieux mesurer, on est en train de mettre en place un calculateur de CO2 pour nos restaurants, pour dire, voilà, toi, tu consommes, ta consommation de CO2, elle vient de là, avec des pourcents, etc. Et toi, tu pourrais encore travailler sur ce domaine-là, et puis un autre restaurant plutôt sur un autre domaine. Et puis, c'est après aussi des éléments qu'on peut montrer à notre client signataire, à la société pour qui on travaille, à dire, voilà, on a un restaurant qui est tel, on consomme du CO2, nous, on aimerait bien, et la plupart du client nous suivent parce qu'ils ont les mêmes enjeux que nous, ils nous disent, OK, quels sont les points sur lesquels on peut améliorer, puis on peut l'expliquer à la base de ce calculateur de CO2. On pourra lui expliquer, dans ce restaurant, il faut revoir la cuisine, il faut revoir les appareils, parce que là, il y a encore du potentiel. Ou dans ce restaurant, on doit éduquer les collaborateurs à manger différemment. On peut faire une formation pour les collaborateurs ou une prise de conscience avec une conférence, par exemple. Il y a différents types et on va devoir affiner de plus en plus notre façon de faire, parce qu'il n'y a plus une façon de faire, mais il y en a 10, 20, 30 qui vont devoir être prises en considération. Dans ce débat-là, on constate aussi beaucoup d'injonctions par rapport pour consommatrices et les consommateurs, quels sont les bons gestes à faire, moins gaspiller, mieux manger, etc. On a quand même beaucoup de responsabilités sur nos épaules, et des fois peut-être le constat de se dire, est-ce que je peux moi vraiment lutter contre des lobbies alimentaires, des lobbies politiques. On parle assez peu finalement aussi que ça reste un marché convoité. Vous, quel est votre regard, monsieur Schwab, vous qui connaissez aussi le monde de la grosse industrie agroalimentaire, sur est-ce qu'on a finalement les moyens de pouvoir changer la donne ou de faire pression pour forcer ces lobbies, ces grands groupes à changer aussi de pratique? C'est un grand débat. Est-ce que les gens qui ont été à l'origine du problème peuvent faire partie de la solution? Et je sais qu'il y a deux écoles de pensée. Une qui est de dire, non, c'est le diable, donc on ne va pas bosser avec eux. Et une autre qui est la mienne, c'est de dire pragmatique. Si on veut avoir un impact positif rapidement, et c'est nécessaire, il faut travailler avec les gens qui ont une taille qui permet d'avoir cet impact positif. Aujourd'hui, je pense que la grosse industrie est peut-être contrainte et forcée, mais sincère par rapport à la nécessité de faire des changements majeurs dans leur façon de travailler. Si on parle avec des gens suffisamment dans la structure de certains de ces grands groupes, ils disent que c'est une question de survie. Si on veut rester pertinent par rapport aux nouvelles générations, aux nouveaux modes de consommation, on doit se réinventer, sinon on n'existera juste pas. Petite anecdote, j'ai fait une licence en HEC à côté. Premier jour, premier cours, il y avait un professeur qui tenait une canette de coca et qui disait « Quel est le rôle d'une marque ?» en interrogeant les élèves. Les gens disent silence prudent, personne ne voulait se ridiculiser le premier jour. Et il dit « C'est la confiance. Avec cette marque, vous savez le produit que vous achetez, vous aurez la même expérience chaque fois, time after time, c'est un produit qui est sûr, qui est safe, etc. » Donc on prenait nos petites notes furieuses, marque égale sécurité. Aujourd'hui, vous mettez un produit d'une grande marque internationale devant un jeune consommateur, vous dites voilà, ça c'est un produit, on ne va pas nommer de marque, qu'est-ce que vous en pensez? Il y aura d'abord une réaction de méfiance. Il y a probablement plein de saletés là-dedans. Le contrat de confiance s'est complètement inversé pour ces gens-là en une demi-génération. Et ils en sont conscients.
Nestlé Suisse a perdu 17 points de confiance consommateur l'année dernière. C'est de la chute libre. Donc ils doivent changer et ils vont changer. Et moi, je pense que c'est important de travailler avec eux. Si on trouvait des alternatives au plastique, on peut travailler avec des startups qui vont mettre 10 ans à devenir, à avoir une taille importante. Si pendant ce temps, les grands groupes continuent à pomper des déchets de PET dans les océans, on ne se sera pas rendu service. Donc je pense qu'ils sont sincères, ils ont besoin de se réinventer, même pour des questions mercantiles. C'est aussi des êtres humains, by the way, ils sont aussi sincères dans leur démarche. Et nous, on peut les aider. Et qu'est-ce qui va permettre de favoriser quel est le dénominateur commun entre ces différents acteurs qui ont des, où les enjeux sont différents entre le consommateur, le politique, l'économie, le restaurateur? Comment trouver cette base commune de discussion pour pouvoir avancer collectivement et changer deux, trois choses? Alors, je vais encore répondre et après je passe la parole. Je pense que le mot-clé, pour moi, qui est sous-jacent à votre réponse, c'est le mot de réconcilier. Il y a des dogmes qui pensent il faut choisir entre être respectueux, être solidaire ou être compétitif, être respectueux de l'environnement ou être profitable. Je crois que ce qui manque, c'est de faire la démonstration qu'on peut réconcilier les deux, qu'il existe des solutions là-dehors qui permettent de réconcilier les deux. Et encore une fois, la science peut faire partie de cette solution et nous, collectivement, vous les étudiants, nous, les employés de l'EPFL, pouvons faire partie de la solution. Mais c'est ça, il faut faire la démonstration qu'on peut réconcilier des thématiques libérales ou mercantiles avec le respect de l'environnement. Je ne sais pas, vous, ce soir, quel est votre positionnement par rapport à ça? Est-ce que vous vous sentez en rupture ou pas du tout? Si vous n'avez pas répondu, oui. On m'entend bien? Oui, bonjour. Donc en rupture, je dirais oui, il y a quand même une grosse rupture. Après même, vous parlez de notre génération, que le fait qu'il y a un changement de paradigme, nous, qu'il y a une forte demande qui vient de notre génération en particulier, ça reste aussi assez hétérogène. Hein, pour être très honnête, des amis de mon âge on a une ouverture qui n'est pas du tout la même. Ça reste aussi très hétérogène dans notre génération, il faut le garder à l'esprit. Mais oui, dans le milieu, je dirais, à la limite de l'activisme, dans ce domaine-là, il y a une perte de... Vous avez parlé de perte de confiance, de méfiance, et ça, c'est terrible. Et on a beaucoup du mal à en sortir. Je parle aussi d'expérience personnelle. C'est-à-dire qu'on parle aussi beaucoup de greenwashing en ce moment, c'est-à-dire qu'on voit de bonnes actions qui sont faites, et en fait, toutes les bonnes actions de ces grands groupes, on va le prendre systématiquement comme du greenwashing, dans certains cas à tort, dans certains cas ouais, ce serait juste de le penser. Et c'est très difficile de sortir de cette rupture-là parce qu'elle est réelle. Elle est réelle et c'est assez difficile de redevenir conscient de voir les choses. En fait, c'est difficile d'avoir une bonne vision sur ces grands groupes-là quand on est rentré dans le profond du sujet. Merci beaucoup. On l'évoquait ensemble, Gaël Keim, dans un contexte différent avec les grèves du climat. Il y a eu énormément de succès et finalement une sorte de surprise de la part du département de la formation. Comment finalement prendre acte de ces revendications sur l'alimentation et le climat d'une certaine génération et puis comment la traduire finalement dans la formation, l'enseignement, puis aussi, espérons-le, dans les cafétérias. C'est quelque chose que vous, au sein de l'unité de durabilité, vous avez constaté? Alors, suite aux manifestations pour le climat, on a effectivement entendu un certain nombre de représentants, entre autres de gymnasiens, qui nous demandaient de changer l'alimentation dans les restaurants scolaires, de passer, comme les PFL, à 50% de menus végétariens. Donc je pense qu'on les a entendus et on est en train de travailler là-dessus pour faire changer les choses en s'inspirant de ce qui peut se faire aussi à l'EPFL ou à l'UNI sur le sujet. Mais là encore, comme ça vient d'être dit, c'est très hétérogène. La demande aussi des gymnasiens, une partie sont très engagés pour le climat et nous font des demandes, tandis que d'autres, dans les faits, quand on se rend dans une cafétéria de gymnase, il y a un menu végétarien qui est proposé et puis il y a très peu de personnes qui vont le plébisciter. Parce qu'il y a justement un manque de communication, un manque de formation et puis peut-être qu'effectivement certains menus sont simplement le même menu
avec viande, mais sans viande. Donc, j'ai oublié ce que c'était la question à l'origine. Vous y avez répondu, hein, c'est tout bon. Est-ce que finalement la solution, c'est quoi? Quand on évoque la stratégie de l'EPFL, il y a d'autres initiatives, hein, la vôtre, etc., à différentes échelles. La solution, c'est quoi? C'est de décloisonner, de faire en sorte que ce que chacun fait comme des mini-laboratoires à ciel ouvert se mettent ensemble, et une espèce de best practice qui puisse après faire un effet domino dans d'autres secteurs de la société ou de l'économie. C'est ça la solution, c'est finalement de chacun être une tête chercheuse et puis de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Vous, à votre échelle, est-ce que vous vous sentez... vous êtes entouré de qui? Alors, le groupe travaille en partenariat avec le WWF, par exemple, pour tout ce qui est CO2, avec la protection suisse des animaux pour le bien-être animal, etc. Mais ça, c'est quelque chose qu'on fait, nous, par conviction, et on n'a pas... Enfin, on est convaincu que chacun, et on ne doit pas simplement travailler dans notre coin, on doit parler aux autres, on doit aussi travailler avec nos partenaires et nos concurrents finalement, parce que si on veut arriver à quelque chose, il faut que tout le monde adopte le même comportement. Et ce qui est bien avec la stratégie de l'EPFL, c'est qu'il va inclure ce comportement des restaurateurs pour tous les restaurateurs qui sont sur site. Et c'est là qu'on ouvre le dialogue. Des fois, on se sent un peu seul, on va de l'avant, on dit ouais, vous faites ça parce que pour votre image, etc. Non, on est convaincu de ça. Et ça nous fait plaisir d'avoir d'autres partenaires, même si c'est des concurrents, qui font la même chose que nous, parce qu'on est convaincu que c'est le seul chemin à aller et puis qu'il faut y aller et le plus vite possible. Je pense que des espaces de rencontre, des mises en réseau, typiquement comme on peut le faire ce soir, sont très importants parce qu'on voit que chaque acteur du système a une partie de la réponse et de la solution entre ses mains, et puis que souvent il y a encore beaucoup d'a priori, même chez des professionnels, des cuisiniers ou chez des décideurs, sur ce que signifie une alimentation durable et comment la mettre en œuvre concrètement, quelles sont les solutions. Donc il faut qu'on puisse dépasser ces a priori et puis pour mettre en place à tous les niveaux une vraie stratégie ambitieuse. Le parcours peut arriver, il est sinueux. Hein. Parfois, il faut aussi reconnaître qu'en cherchant des solutions, on peut aussi se tromper, faire marche arrière, prendre un autre chemin. J'aimerais vous entendre. Si vous aviez esquissé les solutions d'avenir, quelle serait l'alimentation en 2030? On va manger comment dans 10 ans? Est-ce que Bruno Rossignol a été un visionnaire, ou est-ce que finalement il faudra faire marche arrière? J'espère pas, mais... Vous voyez comment votre travail dans 10 ans? Mon travail, c'est beaucoup de gestion et puis convaincre les gens à changer de comportement, mais pas seulement sur l'alimentation, mais également sur l'alimentation. Nos comportements ont déjà changé un petit peu ces dernières années. On sent vraiment ce changement de paradigme, il est en route. Et ça, c'est bien, c'est indéniable. Et l'objectif, je ne sais pas si j'aurais osé fixer un objectif à 80% de végétariens dans 10 ans. Je trouve que c'est très, très ambitieux. Mais je suis sûr qu'on va vers ça. On ne va pas aller vers 100% végétarien, parce que finalement, on doit garder cette possibilité de manger de la viande. Je crois qu'il y a l'idéologie et puis aussi il y a ces deux choses séparées, hein, entre les convictions de durabilité et puis les idéologies. On va tendre vers ce 80%, je suis convaincu. Dans combien de temps, je ne sais pas. Notre comportement alimentaire va changer, ça c'est sûr. On est convaincu et on travaille là-dessus. Et toutes nos hypothèses tiennent compte de ça. Question là. Peut-être une question qui vient de Speak Up. C'est la question de rapidité. C'est qu'on sent qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont dans le bon chemin. Mais la question, c'est qu'avec tous les problèmes climatiques qui vont plus vite que nous, comment faire pour aller assez vite pour pouvoir contrebalancer un peu ce changement climatique qui arrive et qu'on ne peut pas arrêter? Peut-être M. Schwab ou Olivia. Je pense qu'il faut attaquer dans tous les fronts. Il faut imposer.
Il faut promouvoir avec du financement, avec la législation, et puis continuer à éduquer et sensibiliser les gens pour qu'ils continuent à faire toujours le meilleur choix. Je me permets de rebondir sur ce que vous dites. Je trouve ça très intéressant et c'était quelque chose qui m'avait marqué au début. C'était plus j'avais une question qui rebondit sur ce que vous venez de dire, pour Madame Keim notamment. Justement, il y a cet équilibre, on voit qu'il y a un petit peu deux choses. Il y a la partie bottom-up où on essaie de faire comprendre aux gens ce qui est bien et on a envie de les faire changer et c'est eux qui amènent le changement. Et une partie top-down qui est les injonctions. J'aimerais bien connaître votre avis sur qu'est-ce que vous pensez qui est l'équilibre entre ces deux-là, c'est-à-dire notamment pour l'école, où on sait que c'est un levier monstrueux en fait, si on montre notamment les enfants, leur imposer quelque part, c'est vrai, leur imposer par exemple un régime alimentaire à travers les écoles, est-ce que vous pensez que ça peut être bien de ne pas attendre que les parents, que les responsables d'école comprennent que ça va être bien, mais dire, ok, on a des faits scientifiques avérés, et maintenant on choisit dans les écoles, je donne un exemple, dans les écoles, imposer un pourcentage. Est-ce que c'est faisable et à quel terme? Je pense que c'est faisable et ça commence. Nous, on travaille avec des cuisines de production qui sont certifiées durables. Donc ça veut dire qu'ils répondent justement à toute une série d'objectifs qu'on a vus ici. Mais ce n'est pas toutes les cuisines. Donc c'est une jeune start-up et il y a une cinquantaine de cuisines qui font partie du programme. Mais il y en a toutes les autres du monde qui n'en font pas. Donc en tant que parents, on va pouvoir choisir où on veut amener nos enfants, si dans une cuisine qui est durable ou pas. Et parallèlement, cette école ou cette cuisine, elle va pouvoir choisir si elle veut être certifiée et adhérer à de telles initiatives comme celles qu'on a vues ici. Et puis peut-être qu'à un moment donné, on doit l'imposer parce qu'on n'a pas le temps d'attendre que tous les restaurateurs s'y mettent. Voilà. Merci. Mais moi, j'adhère à ce que vous dites. Je pense qu'on ne peut plus se permettre le luxe de n'être que dans l'incitation et les recommandations. On doit être plus contraignant que ça. Mais si vous vous souvenez de la présentation de Bruno, il y avait beaucoup de côtés contraignants, du niveau qualitatif, l'origine des choses, etc. Du quantitatif, le pourcentage de viande importée par avion, etc. Donc ça devient contraignant. Je pense que c'est nécessaire. Et aujourd'hui, on constate des incohérences qui sont, à mon avis, complètement inacceptables. Par exemple, les recommandations de l'Office fédéral de la santé ne sont pas implémentées au niveau des cantines là, et des restaurations collectives, qui sont également sous le contrôle de l'État. Mais on sait pourquoi, parce qu'il y a une résistance politique, parce qu'il y a des lobbies, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Mais on ne peut plus se permettre d'accepter ce genre de résistance, il faut passer à travers. Il y a des combats politiques, il y a des gens qui s'engagent, on voit de plus en plus d'interpellations au niveau du Parlement pour le Conseil fédéral au niveau de ces choses-là, de la consommation de viande, etc. C'est vraiment très symptomatique, il y a vraiment une accélération. Et en parallèle, je reviens au projet de l'EPFL dont je suis témoin. On a la gentillesse d'associer mon nom, mais j'ai vraiment aucun mérite dans tout ça. Et je suis admiratif parce que c'est un démonstrateur. C'est justement faire la démonstration du fait qu'on peut être healthy diet with sustainable food systems. Et pour moi, c'est la meilleure façon de briser la résistance politique, c'est de faire la démonstration que oui, c'est possible. Mais il faut les deux combats. Il faut les combats au niveau de la volonté politique et les démonstrateurs sur le terrain qui disent oui, c'est possible, regardez. Comme cette université de Berlin qui a commencé avec nous et comme ce qu'on s'apprête à faire. Donc il y a un volet qui n'a pas été évoqué, je crois, par Bruno, c'est de se dire, avec tout le travail qui est fait ici par les équipes concernées, il faut impérativement qu'on dissémine ces bonnes, qu'on aille polliniser d'autres institutions sœurs qui sont super preneuses. On a vu dans le passé récent, depuis que la stratégie de 2030 a commencé à être communiquée, il y a une réponse de la presse qui est juste extraordinaire, qui montre bien que ces idées sont mûres. Mais il faut se saisir de l'occasion. Pour moi, c'est une fenêtre de tir de l'EPFL, de se dire on a fait un super boulot, on a un devoir quasi moral d'aller polliniser d'autres institutions sœurs et de leur faire part de notre retour sur expérience. Et donc on est en train de réfléchir là-dessus, avec Bruno en particulier. D'autres questions? Ah pardon, je réponds juste.
Je pense qu'il y a véritablement un faisceau d'opportunités actuellement pour pouvoir agir sur le sujet au niveau des écoles du post-obligatoire, donc les gymnases et de l'école professionnelle. On va agir assez rapidement, on espère, dans l'année qui suit pour pouvoir apporter des modifications conséquentes au restaurant scolaire, parce que c'est des entités qui sont entre les mains de l'État. Après, au niveau de l'enseignement obligatoire, les restaurants scolaires sont entre les mains des communes. Donc ça rajoute encore une complexité, une multitude d'acteurs, mais on va aussi travailler là-dessus. Probablement que les changements seront un peu moins rapides. Mais oui, il faut travailler avec ces deux dynamiques, de pouvoir travailler en top-down et en bottom-up pour atteindre les objectifs qu'on se fixe. Et je pense qu'aujourd'hui, on est au bon moment pour le faire. Je sens que vous avez conclu. J'aurais juste voulu dire une chose supplémentaire. L'interaction avec les étudiants. Aujourd'hui, moi je suis ravi et je remercie la GEPOLI d'avoir pris l'initiative de cet échange, mais il ne peut pas juste être comme ça isolé dans le temps. C'est un besoin qui a été identifié et je vais faire part de deux autres chantiers sur lesquels on travaille. Un, c'est avec Durabilité, qui est là avec nous ce soir, avec Resco, c'est-à-dire Bruno et son équipe, le Food Center que je représente et Tech for Impact de la vice-présidence innovation. C'est de travailler sur créer un forum d'interaction avec les étudiants qui soit régulier. Ça pourrait être les premiers mardis du mois ou de tous les 2 mois ou que sais-je, dans le même lieu physique, qui permettent de continuer ce dialogue. Que ce soit entendre vos doléances, entendre vos idées, que ce soit vous faire part des programmes qui sont en place, vous interpeller pour aller chercher votre créativité, etc. Aujourd'hui, on l'appelle le Food Café, les modalités restent à définir, mais sachez que ça vient, on aimerait créer un forum continu d'échange avec vous, parce qu'on se priverait d'une masse d'interpellations constructives et d'idées que vous avez, et on aimerait vous informer en retour. Ce Food Café pourrait avoir lieu dans un endroit physique qu'on est en train de réfléchir également avec Bruno, qu'on aimerait appeler le Food Innovation Lab. Vous savez peut-être qu'il y a une initiative un peu avortée dans ce sens l'année dernière. On aimerait revitaliser cette idée en s'affranchissant d'un partenaire corporate, de le faire home, entre nous, à la maison, d'avoir un lieu qui soit par exemple une cuisine, lieu d'expérimentation, un lieu de formation continue pour les opérateurs. On parlait de la formation sur les plats véganes et végétariens. Un lieu d'expérimentation pour les étudiants où vous puissiez venir prototyper des choses. Un lieu aussi pour les professeurs. Il y a des initiatives comme le Kitchen Inspired Engineering du professeur Kolinsky et avec 2 de ses collègues dont les noms m'échappent, qui pourraient également bénéficier de ce lieu comme un lieu vraiment qui inspire le food and beverages. Avec des salles de conférences autour pour qu'on puisse faire notre food café, etc. Et ce Food Innovation Lab pourrait ancrer ce dialogue au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau de l'implémentation vraiment opérationnelle, telle que vous l'avez entendu ce soir avec la stratégie, que ce soit au niveau académique, recherche, avec un horizon temporel plus éloigné par la recherche et l'éducation. Donc sachez que ça vient. Si vous avez des idées ou des suggestions ou des demandes, n'hésitez pas à nous en faire part. On est toujours à votre disposition. Il y a vraiment une belle dynamique qui est en place. Merci beaucoup. J'avais le temps de conclure cette soirée. Donc merci encore chaleureusement d'être venu ce soir, M. Burkhardt, Mme Keim, Mme Grebler, M. Schwab. Je vais juste changer une seconde aussi de casquette pour faire aussi un petit peu de pub pour la stratégie de Bruno, si on n'a pas déjà eu assez, pour aussi rebondir sur ce que dit M. Schwab, que si cette stratégie vous intéresse, vous voulez en savoir plus, vous voulez la critiquer, vous voulez la commenter, vous voulez vous informer, il y a un site internet qui est vachement bien, avec toutes les adresses. On y parle d'alimentation, de durabilité, et puis c'est vraiment un effort collectif avec vous. D'ailleurs, merci à GEPOLI et Unipoli, qui sont une vraie caisse de résonance pour ce genre de choses. Et donc, on est ouvert à toutes les critiques et remarques, et c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer. Merci encore pour l'invitation. Merci d'avoir retenu le coup, et bonne soirée. Je vais juste encore dire un dernier mot avant la fin. Donc, merci à vous d'être présents ce soir sur place. Ça nous fait vraiment plaisir d'avoir de nouveau des événements à l'EPFL. Du coup, merci d'être là. Merci à ceux aussi qui sont là en ligne. Du coup, voilà, merci beaucoup. Merci à vous tous d'être venus ce soir. C'est en effet pas forcément très facile d'organiser quelque chose en ce moment. Donc, merci beaucoup. Merci d'avoir respecté les mesures de sécurité.
Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous rappelle que le prochain dialogue durabilité aura lieu le 18 novembre dans cette même salle sur la mobilité durable. Du coup, voilà, bonne soirée et à bientôt.